J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. C'est commencé. C'est commencé. Hey, ça me prend tout le temps quand je suis mal assis. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Tout le monde ça y est. Ici Sam Cyr à Can You Believe et aussi Marilyn Gendron est présente. Wow! Wow! Je suis là, Samuel. Oui, c'est impressionnant. Ben, je le sais, c'est toujours impressionnant. Bonjour tout le monde. Merci d'être à l'écoute de notre podcast Tout le monde ça y est, où on parle des complexes de nous, de tout le monde, de toute la Terre, de toute la planète. Toi, t'en as-tu un petit complexe? Non, là, j'en ai plus, là. T'en as plus? Je les ai toutes dit. J'ai vraiment tout épuisé. Toi, t'en as-tu un? Moi, j'en ai plein. Moi, je suis complexée d'avoir toujours peur. Genre, je suis vraiment peureuse. Tu sais, tu m'invites à aller voir des films d'horreur, je veux pas. J'ai peur d'être toute seule au chalet. Puis ça me fait sentir vraiment pas adulte d'être aussi peureuse. Mais là, avant qu'on démarre, accueille notre invité. Accueille. Aujourd'hui, notre invité, mesdames et messieurs, Rachid Badouri. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. Merci beaucoup c'est là, d'être bonjour, là. mesdames et messieurs. Can you believe? Bonjour, mesdames et messieurs. Tu peux regarder ce que tu veux. Can you believe? Il a repris ta voix. J'ai recité Sam Cyr. Can you believe? Mais merci beaucoup d'être là. T'es vraiment fin. C'est toujours le fun de venir parler. C'est le seul médium où est-ce que je peux parler puis qu'on ne trouve pas que je parle trop. Parce que c'est un podcast, tu sais. Fait que préparez-vous. T'es-tu réputé pour parler trop? Ah, calique. C'est vrai? J'ai déjà une blonde qui m'a dit ça une fois. Hey, t'as de la gueule, toi, calique. J'ai fait, oh boy, c'est vrai. Ta blonde aujourd'hui? Non, malheureusement. Heureusement. Mais non, mais sérieux, je parle beaucoup. D'entrevues, des fois, ils sont comme, OK, on aime plus n'avoir. Tu sais, au début, ils sont comme, on aime plus quelqu'un qui parle beaucoup plus que quelqu'un qui parle moins. Fait que t'inquiète. Puis après, les petits sont comme, ouais, non, c'est vrai, ils parlent en tabarnouche. J'aurais aimé mieux quelqu'un qui me dise oui, non. Tes réponses sont trop longues? Je pense que oui. C'est pas parce que. Ouais, je sais pas. J'aime expliquer. Je suis un raconteur de nature, tu sais, ce qu'on fait comme métier, là. Fait que ça doit être ça, dans le fond. Je veux chaque détail. Puis quand j'ai commencé à faire de l'anglais, c'est là où on me l'a fait remarquer. Tu parles trop avant d'arriver au punch. On n'a pas le temps de niaiser. En anglais, c'est caca punch, caca punch. Tu sais? Fait que j'ai fait comme, OK. Tu vois, là, tu m'as même pas posé de questions, puis je suis déjà rendu à une demi-heure. Mais enfant, t'étais-tu toujours de même? T'étais de même... Tout le temps. J'étais le gars qui levait la main dans la classe, mais qui répondait même pas à la question posée. C'était juste, il faut que je parle. C'était un problème d'attention. Je pense que oui. Ça, c'était comme, moi. Oui, Rachid. C'est quoi la question? Là, je faisais rire tout le monde. C'était comme, c'était même pas... C'est-tu parce que t'as de la misère un peu à te concentrer quand c'est pas toi qui parles, peut-être? Il y a eu longtemps un déficit d'attention, ça c'est sûr. Il y a eu aussi souvent tu sais, moi je suis né enfant roi, là. Tu sais, moi j'étais un miracle, un bébé miracle. Ma mère elle voulait un gars après mes deux sœurs, puis le médecin il l'avait suggéré de ne pas en avoir parce qu'elle a eu une fausse couche, puis elle a eu un diabète. Ma mère elle s'en est foutue, quelle mère est responsable. Et puis je suis né. On dit que j'ai pas eu de séquelles, c'est ce qu'on dit. Et puis, je pense que je suis devenu rapidement un enfant roi, tu sais. Puis, je me rappelle, tu me dis ça, puis ça me fait penser à une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on arrive dans un anniversaire, une fête, si je savais que j'allais arriver en retard, j'appelais un de mes amis, puis je disais, hey, s'il te plaît, man, trouve-moi une place à côté de toi. Je veux pas être assis comme en dernier ou tu sais, je veux avoir une belle place. Je veux qu'on. Tu sais, puis. Ouais, puis je m'en rendais même pas compte. C'est plus tard, quand j'ai commencé à consulter, que il fouille en tabarnouche, le psychologue, puis j'ai comme ouvert là-dessus, puis il m'a dit, ben, tu sais, ça a rapport avec ça. T'as problème d'insécurité, problème de manque de confiance en toi. Fait que ta façon, toi, de le véhiculer, c'est que t'es pas introverti. Toi, tu vas plus te mettre à parler, à jaser, puis à vouloir que l'attention soit sur toi, tu sais. Fait que je choisissais mes endroits où je m'assis. Fait que c'est même pas pour pas être... C'est vraiment pour être au centre. Au centre, puis pas être au bout là-bas. Puis moi, je pensais que c'était parce que tu voulais pas être assis avec du monde que tu connais pas. Non. Mais là, c'est vraiment parce que tu voulais être le centre d'attention. Non, c'était vraiment le centre de l'attention. Puis de toute façon, le monde s'attendait à ça aussi. Parce que j'étais comme le seul clown de la gang. Puis ils savaient qu'à un moment donné, j'allais commencer à imiter le serveur ou la serveuse. Puis... Mais ça, oui. Non, ça, c'était pas mal ça. Puis quand, mettons, dans un groupe, t'es pas... le centre d'attention. Ah, ça ne l'est plus aujourd'hui parce que je l'ai travaillé, mais c'est encore un peu tough, mais pas aussi tough que les premières fois où j'ai essayé de casser ça. Parce que je m'en rendais pas compte. Moi, je pensais que c'était normal pour moi de faire ça. Tu t'en rends pas compte. C'est ça qui est le pire, c'est quand tu t'en rends pas compte. Puis j'ai dit, tu t'en rends pas compte 3 fois. Tu remarques. Fait qu'on s'en rend pas compte. Tu justifies. Tu t'en rends pas compte, je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte. Mais c'est sûr que ça fait bizarre, mais en le pratiquant, c'est le fun. Tu trouves quelque chose sur le coin de la table. Souvent, je fais ça. Souvent, je fais exprès pour m'asseoir tout de suite au bout.
de ne pas être dans le milieu pour pas que. Mais ça me fait tout le temps penser à ça parce que je fais ça depuis que je suis jeune, je faisais ça. Mais c'est une qualité aussi dans un sens. Des fois, les gens, ils doivent. Tu sais, t'es divertissant. Ça doit pas être juste négatif d'être. Je sais pas. Moi, je le voyais plus négatif parce que si je comptais mon histoire, en plus d'être assis dans le milieu, puis que quelqu'un se mettait à parler d'une autre discussion pendant que je parlais, je le prenais mal, tu sais. Pas au point de se battre, mais je faisais comme. Puis là, je parlais plus fort vers ce coin-là. Puis là, le gars, il a dit. OK, il faut l'écouter. Même si, genre, tu lisais pas bien, si le monde n'avait pas le goût d'entendre. Je m'en foutais carrément. C'était. En même temps, merci à ça, parce que c'est comme ça que j'ai nourri mon rêve de vouloir devenir un raconteur professionnel qu'on appelle aujourd'hui un humoristique. Oui. Et puis, c'est ça qu'il pratiquait à chaque fois. C'était rendu à un point où est-ce que le monde de d'autres tables qu'on connaissait pas venait s'asseoir avec nous pour écouter mes niaiseries parce que je faisais que ça, raconter des histoires. Mais il fallait que j'aie l'attention de tout le monde. T'sais. Puis en même temps, ça a développé une qualité. Quand tu fais des grosses salles, c'est dur de capter l'attention de tout le monde. Mais quand tu as développé ça toute ta vie, que tout le monde doit t'écouter, je peux dire que la rangée Z, là, elle t'écoute en esti parce que t'es comme, OK, vrai. Tu parles à tout le monde. T'sais. Fait que, il y a des bons côtés que je veux pas juste dire, mais voyons, j'ai tombé des caves. J'étais jeune, j'ai pas eu j'ai pas été guidé là-dessus. C'est plus tard dans ma vie où est-ce que on se rend compte à un moment donné que, bon, on se cherche, on trouve qu'on n'est plus vraiment heureux dans certaines affaires, fait que tu vas chercher de l'aide. C'est de même. J'en veux pas à personne, j'en veux pas à mes parents ou à personne, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'il fallait que je règle absolument parce que sinon, tu viens malheureux. C'était-tu plus dans le travail que tu t'en es rendu compte? Parce que moi, je pense que je peux des fois être de même. Je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui aiment ça quand même. Ouais. Mais quand je suis arrivée en humour, puis que je me suis mis à vivre des soirées avec OK, tout le monde est comme ça. Ouais. Ben là, c'est sûr que c'est le pire de la gang qui gagne. Okay. Fait que toi, t'étais-tu justement la personne que même si t'es entouré de plein d'humoristes, t'allais être... Ça, c'était différent pour moi parce Comment que tu le vivais? C'est une bonne question. Quand j'ai commencé ma carrière, ça s'est fait vite pour moi. Fait que j'ai tout de suite été garoché avec les vétérans. C'est vrai que ça a été rapide. Ouais, j'ai pas eu la chance d'aller me casser la gueule dans les bars puis tu sais, c'est important d'aller puis roder puis de tester puis à un moment donné tu sors puis tu fais que j'ai plus jamais fait de l'humour de ma vie, c'était tellement pourri ce que j'ai fait puis ça, t'as besoin de ça te forme, tu sais. J'ai pas été à l'École nationale de l'humour non plus, j'ai été accepté mais j'ai pas été. J'avais peur de m'endetter. Je me rappelle, je pleurais dans le bureau de Louise. Puis j'étais comme... c'est Lise ou Louise? Louise. Oui. Voyons, tu l'as bien dit. Tu l'as eu du premier coup. Désolé. Can you believe it? Je vais te niaiser avec ça. Can you believe? Can you believe? Fait que tout ça pour dire que j'ai été garoché tout de suite. Je fais à la blague, je dis tout le temps que je suis le seul humoriste qui n'a pas été en coloc avec Stéphane Fallu, tu sais, parce que j'ai été garoché au Théâtre Saint-Denis 1 live, tu sais. Ça, c'était comment, ça, quand t'arrivais là puis t'avais pas d'expérience ou moins d'expérience? J'y pensais vraiment pas. J'embrassais ce qui se passait, beaucoup. Puis j'y croyais. Je croyais que je pouvais le faire parce que, tu sais, c'était vraiment rapide, là. Je te le dis, c'était un peu l'histoire un peu de Lise Dion, là, tu sais, qu'elle a travaillé au Dunkin' Donuts la veille, puis le lendemain, découverte. C'était un peu ça. Je travaillais au Future Shop. Puis une semaine après, on signait des contrats pour un spectacle. Puis ça s'est fait très rapidement à partir de l'audition du 2 avril 2005. J'ai été garoché sur les galas de Louis-José Hood. Puis après ça, on parlait contrat, là, tu sais, pub Québec 49, puis on part en France 1 an et demi après. Fait que c'était rapide. Fait que je côtoyais déjà les vétérans. Fait que j'avais une intimidation face à eux pour essayer d'être drôle. Au contraire, je riais pour rien. Fait que si on était dans une loge de gala, puis on était comme Louis-José Hood, Patrick Gros, ci, ça, moi, je faisais juste rire. Puis même rire quand c'était pas drôle. Fait que souvent, des fois, ils se retournaient comme... C'était pas drôle. T'étais juste... Ah oui, juste rire, femme ta gueule. Nerveux, là. Oui, parce que j'étais comme, j'ai pas fait l'école, j'ai pas leur niveau, j'ai une passe spéciale pour arriver là. Je fournis ma job, tu comprends? Je remplis mes fonctions quand je suis sur scène, mais j'ai pas ce qu'ils ont. Tu sais, fait que je laissais... Puis ils se connaissent tous aussi. Puis ils se connaissent tous, c'est toute une clique, surtout, tu sais, comme les noms que je t'ai nommés, Dominique Paquette, Louis-José Hood, Patrick Gros, c'était des... Fait que, tu sais, moi, j'arrivais là-bas, puis il y a aussi le fait que je sais pas si je semais peut-être de la jalousie ou quoi que ce soit. Fait que c'est sûr que oui. J'essayais de pas trop non plus, même si je faisais mes petites crises de divan de côté, devant eux, j'étais comme, tu sais, je montrais. Attends, tu faisais des crises? Bon, oui. Ah, ouais. Qu'est-ce que tu faisais? Vas-y. Moi, dis-nous en c'est bizarre parce que j'ai fait une entrevue juste avant.
Puis on parlait de ça. Fait que je suis comme, bon, ben, on va reparler de ça aujourd'hui. Mais c'était important, c'était important. Ça te tente plus de parler de ça? Un petit peu. Mais c'est parce que la campagne du show, c'était ça. Oui, c'est ça que j'avais un peu compris. Oui. Mais j'étais pas sûre à quel point c'était. Ouais. Tu n'avais parlé. Mais ça me dérange pas, anyway. Okay. Mais tu peux le résumer, là. Oui, en gros, je faisais des crises. Alors. Succès rapide, je l'ai mentionné, oui. Ça vient avec certains dommages collatéraux, des conséquences. Fait que j'avais de la misère à gérer ma peur, mon anxiété. Okay. Fait que, comme je te dis, il y a beaucoup de gens qui sont introvertis. J'ai un ami qui a la même chose que moi. On a grandi ensemble dans le même quartier, sauf que lui, il est très intérieur. Tu le sauras presque jamais. À moins qu'il pète à un moment donné après avoir trop retenu de choses. Moi, dès que quelque chose me faisait peur ou était différent de ce que j'avais préparé, que je perdais le contrôle sur quelque chose, mais c'est comme ça que j'extériorisais, puis ça blessait des gens, ça faisait chier du monde. Mais c'était pas, je me lève le matin, puis je suis Mariah Carey, là, puis je commence à faire chier du monde, là, tu comprends? C'était vraiment... Parce qu'elle a cette réputation, apparemment. Ouais. Mais non, c'est pas genre, je vais me lever, je vais faire chier du monde. C'est, mettons, on fait un gala juste pour rire. Puis là, j'anime. Puis là, on s'est préparé pendant 6 mois. Puis là, on arrive à la répète, puis là, le technicien vient me voir que le metteur en scène fait comme bon Rash... on va essayer de trouver un plan B parce que le micro que tu voulais pour faire la telle affaire, telle chose, ça marchera pas. Puis finalement, on n'aura pas telle chose. OK, ouais. Puis là, tu gères mal. Puis ça peut devenir une crise aussi. Tu peux être même des crises de colère aussi, tu sais. Ouais. C'est ça. Mais je ne voyais pas de même. Moi, je voyais pas que c'était une peur parce que chez nous, je veux pas dire dans ma culture parce que peut-être des Marocains m'écouteraient puis diraient... Ouais, dans ma culture de famille, à moi, qui a rapport à... Vraiment avec chez nous, c'est des choses dans lesquelles on parle pas. T'sais, on gère pas, les gars pleurent pas, mettons, là, un gars ça pleure pas. Ils sont fâchés, les gars. Oui, c'est exactement. J'ai jamais entendu chez nous, mais je pense que j'aurais pu facilement l'entendre, tu sais. Puis c'est pas sous-entendu. Exactement. Puis c'est pas de leur faute parce que, tu sais, mes parents, ils arrivent d'un village, puis là-bas, ce qui était le plus important, c'était le contenant et pas le contenu. Parce que tu pouvais en souffrir si le monde parlait de toi parce que c'était tellement tout petit. Tu sais, c'est comme quand tu vas en région, puis tout le monde te connaît. Tu connais la fille qui a couché avec le plus de gars, puis tu connais le gars qui a fait telle affaire, puis on dirait que tout le monde se connaît, puis tout le monde se juge à cause de ça. Tu sais, je dirais pas à un temps où est-ce que t'étais gaucher, puis là, t'étais le fils du diable, là, parce que t'écrivais de la gauche. Mais quand même, on parlait pas de ces choses-là. Tu vas voir un psychologue, chez nous, c'est un signe de faiblesse, ou t'es un fou aliéné. Tu as besoin d'un psychiatre. Mais non, il y a une différence entre un psychiatre puis un psychologue. J'ai besoin de démêler des spaghettis dans ma tête. Mais si vous voulez pas que la frustration se rende à un problème psychiatrique, ben il faut faire de quoi, là, tu sais. Fait que c'était un peu ça. C'était un peu dans ce... J'ai entendu... Il y a un esprit. Non, nous, on l'a pas entendu. Non? Vous êtes habitué? Non, c'est psychiatrie, je pense, à André. Il n'y a pas de bruit, là. Je suis fou pour de vrai. Non, c'est le chauffage. Mais la fille qui est à côté de toi, elle travaille avec toi? Ouais. Okay, elle c'est normal. Ça se transforme en podcast d'épouvante. L'épisode d'Halloween. Fait que c'était un peu ça, ouais. Fait qu'après, t'as comme eu un recul. Est-ce que ça a été un moment particulier où t'as vécu une situation où t'as fait une plus grosse crise? C'est passé de toi où t'as fait OK, là. Ah ouais. Wow, là, il n'y a pas eu d'OK wow. Il n'y a pas eu d'OK wow parce que. Puis j'ai honte de dire ça, mais en même temps, je suis content de le dire parce que dans le show, si ça peut dire à quelqu'un, il n'est jamais trop tard, tant mieux. Mais je ne pourrais jamais avoir la prétention ou prendre le crédit de dire, tu sais quoi, j'ai eu une révélation. Je me suis levé un matin et je me suis dit, ouais, c'est un éveil. Je me suis dit, l'épiphanie, écoute, je change. C'est pas vrai. J'avais eu des ultimatums. Ma femme était partie. Beaucoup de monde, sauf peut-être Véronique dans mon entourage, était resté, mais beaucoup de monde de mon équipe partait. Je pense que je suis le gars qui a eu le plus de roulement au niveau des techniciens. Donc, j'ai perdu des amis aussi. Fait que ça te fait beaucoup de mal à toi en premier, mais l'entourage immédiat, le dommage collatéral que ça fait, c'est énorme. Fait que moi, c'est vraiment parce que j'ai plus le choix. J'aime pas dire extrémiste et arabe dans la même phrase, mais je suis un extrémiste. Et ça prend tout le temps. En tout cas, pour cette situation-là, ça a pris que je devais aller à l'extrême pour changer. Parce que ce qui m'attendait après ça, c'est que tu te relevais plus. Là, fait que je pense que c'est dans cette enlignée-là que j'ai pas eu le choix de le faire. J'ai tout le temps que je suis chanceux parce que je dois être un des rares qui a fait son coming out sans qu'il y ait eu un scandale attaché à ça. T'es chanceux. Mais tu sais, j'étais pas non plus à l'abri d'un scandale, mais il n'y a pas un scandale qui me guettait non plus. C'est juste que, tu sais, ça aurait pu, à un moment donné... ça m'a fait une réputation, ça, c'est sûr, mais ça aurait pu, tu sais, dans les journaux que ma femme me laisse parce qu'il est juste pas vivable, tu sais. Puis, fait que, tu sais,
C'est pas mal ça, je pense. J'ai pas eu un recul face à ça. J'ai dû en faire un parce que je perdais tout. Puis dans le processus, j'ai accepté d'avoir l'humilité de passer à travers ça. Mais quand je suis arrivé chez le psychologue la première fois, les poings fermés, puis oui, c'est ça, t'étais fermé. Ouais, puis on se parle pas, puis on va se battre, là. Moi, je suis parce que ça, c'était en je fais de la année? tôle, puis mon agent de probation m'a dit, faut que je vienne 3 fois ici. Après ça, tu n'es qu'un pas qu'on lisse. C'était ça, là. Ça, ton énergie. Ben oui, puis il m'a cassé ça en 1 heure. C'était-tu un homme ou une femme? Un homme, un Français. J'ai commencé en France à aller faire parce que j'étais souvent là-bas. Puis j'en ai découvert un où ce que j'ai dit à ma femme, il habite trop loin. Puis elle fait, donne-moi l'adresse. Puis elle tape l'adresse. J'avais menti à ma femme. Je sais pas vrai. Elle tape l'adresse, l'appartement Airbnb qu'on louait. Je te le jure. Tu peux même pas mettre Waze parce que c'est pas assez long. Waze va faire, je sais pas c'est où, je vais faire ça, elle va faire ça, Waze. C'était en face. J'étais au genre 120, lui il était au 127. OK. Fait qu'elle me dit, là, tu me niaises. Là. Si c'est pas un signe, ça, mon gars, je sais pas c'est quoi. Fait que je traversais là, puis la première fois, je me suis assis, puis j'ai dit, écoute, je sais pas comment ça marche. Je sais pas si je vais pouvoir vous aider. Je sais que pour vous aider, il faut que je parle. Je parle beaucoup. D'après, vous avez pas dit un mot tout à l'heure. mais je sais pas quoi faire. Puis il m'a dit, ne vous inquiétez pas, j'ai une question pour vous. Puis j'ai fait, OK, il me connaît même pas. C'était un druide. Il était là en train de... Le père Fouras. J'ai une question pour vous. Vous savez, Rachid, il m'a dit, c'est quoi ton plus grand rêve? J'ai dit personnel ou professionnel? Il m'a dit, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand je te pose cette question-là? Je dis, gagner un Oscar. Il me dit, d'accord. Il écrit ça, puis il retourne la page. Tu sais, il écrit ça comme 3 pages plus loin, puis il retourne la page. Je fais, qu'est-ce qu'il fait? Puis on a commencé à parler vraiment, mais d'autres choses qui n'ont aucun rapport avec la réponse ni la question que j'ai posée. Et plus tard, je suis revenu avec plein de détails. Là, je te dirais, mettons, la 8e fois que je le vois. Puis je parle tout le temps de la peur de ci, la peur de ça, l'anxiété de ci, l'anxiété de ça. Alors, on parlait de peur, tu sais. Puis j'étais comme, tu sais, je retombe dans la quarantaine bientôt, puis nanana, puis mes chances d'avoir un rôle, puis ci, puis ça, puis je veux faire du cinéma, j'ai de la misère à me décrocher un rôle au Québec, comment je vais en avoir un aux États-Unis, puis je veux un Oscar. Puis il m'a dit, l'Oscar. Puis là, il a fait, tourné sa page. Tu sais, il a vraiment l'air d'un druide pour ah vrai. Oui, il était écœurant. écœurant. Monsieur Bruno, écœurant. Puis là, il tourne très délicat. C'est un homme qui a travaillé dans la mode toute sa vie. Il était directeur de marque. Puis, fait que là, il a tourné son papier. Il a fait, oui, l'Oscar. Voyez Rachid. Puis là, il m'explique. Il me dit, la journée, puis j'avais déjà entendu ça de mon ex-gérant, mais je l'avais jamais enregistré comme lui me l'avait dit. Il me dit, la journée que vous allez arrêter de voir l'Oscar comme un but à atteindre, mais plutôt comme une simple récompense d'un travail bien fait et que vous vous concentrez sur votre travail, sur la passion de le faire, sur même peut-être envoyer un message à certains trucs que vous faites. Il dit, là, vous allez vous concentrer sur le travail bien fait en pensant ni à un chèque, ni à une récompense, ni à quoi que ce soit. C'est la journée où, par surprise, vous allez vous faire surprendre avec une récompense. Mais il dit, tu le vois à l'envers, ton rêve est devenu un poison. Tu sais, faut que j'ai un Oscar. Mais t'as-tu une carrière? T'as-tu commencé à faire des films? T'as-tu fait des auditions? T'as-tu fait ci? C'est à partir de ce moment-là, vraiment, vraiment, que j'ai commencé à me prendre une coach, Dominique Pétain, qui est extraordinaire, à faire des cours de jeu. Je pense que j'ai passé peut-être 30 auditions. J'en ai eu une, dont l'émission là, avec Fabienne Larouche, là, Sans rendez-vous, un petit rôle avec... Puis, mais sinon, 0, là. Mais ça m'a fait du bien parce que, tu sais, je m'emmène de mieux en mieux, je m'améliore. Puis ça devient comme plus concret. Oui. Puis le monde, ça parle. À un moment donné, tu sais, tout le monde, là c'est rendu, on l'a pas pris. Tu sais, il appelle mon équipe, puis ils disent, on l'a pas pris. Mais calé qui nous a jeté à terre. Ça, pour moi, entendre ça, ça veut dire que, je peux y croire de plus en plus à mon rêve. Ça peut... Mais arrêter de mettre dans ma tête le mot Oscar, puis je les écoute plus d'ailleurs parce qu'à chaque fois que je regarde ça me fait chier. Mais je suis comme, non, arrête ça, là. Ça t'empoisonne, là. C'est pas moi, bon. Ce qui m'accroche, là, c'est que tu as été capable d'écouter le conseil de ton psychologue. On dirait que c'est le genre de conseil de comme, faut pas que tu penses à la récompense, pense à être passionné dans tes projets. Ouais. On dirait que c'est le genre de conseil qu'on n'est jamais ouvert à écouter, qu'on n'est jamais capable de voir avant de commencer à le vivre. On dirait. Mais jamais. Sam, tu as entièrement raison. S'il m'avait dit ça la première journée, là, après la question qu'il m'a posée pour l'Oscar, je pense que c'est pour ça qu'il a tourné la page. Il a dit, laisse-moi établir un lien de confiance. Laisse-moi lui faire comprendre qu'il peut me parler, puis qu'est-ce que je vais dire va peut-être l'aider. Puis les premiers instants où on a commencé, parce qu'au début, je fais juste parler, comme je fais là. Je parle. Puis c'est après qu'il commence à faire un petit peu le démêlage de spaghettis dans ta tête. Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait...
Je crois à ce qu'il dit parce que ça fait vraiment du sens. Hey, j'arrivais chez nous et j'expliquais ça à ma femme. J'ai dit, man, il m'a dit ça, c'est à cause de ça. Puis ça, c'est à cause. C'est hot de comprendre d'où ça vient. Pourquoi. Qu'est-ce qui peut guider un peuple au complet, c'est la peur. Si tu savais ce que tu peux faire avec la peur, là, tu peux. C'est souvent la sous-estimer. Tu peux contrôler n'importe qui avec la peur. Puis une fois que tu comprends, souvent on a peur parce qu'on comprend pas. On sait pas. Moi, tant que tu me dis pas que mon bobo qui a poussé là, c'est pas cancéreux, si je vais paniquer là, jusqu'à temps que tu me dises, t'inquiète, c'est bénin. Je veux l'entendre. Si je le sais pas, je vais paniquer. Je vais même faire une connerie au point de dire, j'irai jamais voir c'est quoi parce que je veux pas qu'on me dise que c'est. Tu sais, tu peux faire tellement de choses sous la peur que ça en peut être dangereux. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il t'explique pourquoi tu agissais comme ça, pourquoi tu as peur de telle chose. Puis quand on est arrivé au problème de l'Oscar, parce que moi, cette journée-là, il vous dit de quoi tu as envie de parler. Puis on a comme évité de parler un peu des choses qu'on parlait, dont la peur, l'anxiété. Puis on a parlé du fait que j'arrivais en France, puis on a fait de la promo trop tard. J'avais envie de dire ça, puis j'ai peur que les salles se remplissent pas. Parce qu'en plus, il y avait les gilets jaunes. Puis... C'était quoi ça déjà? C'était des grévistes. Ouais, c'est ça. Qui portaient souvent les gilets jaunes pour faire la grève. Puis c'était les samedis soirs, ils sortaient, puis ils brûlaient un peu des petits trucs dans les rues, là. Fait que le monde avait peur à Paris de sortir. Toi, t'avais tes shows le samedi. Moi, j'avais mes shows en plein centre-ville de Paris, en plein 12e arrondissement. C'était quand, genre 2010, 2012? Je m'en rappelle plus. Non, plus que ça. C'est 2016, 2017, ça se peut-tu? Plus récent, OK. Ouais. Puis tu sais, j'avais peur que ça affecte le show, puis on avait commencé la promo tard. Puis c'est là où est-ce qu'il a fait le lien avec le fait, il dit, on s'en sac si tu fais un show devant 4 personnes, 8 personnes, 9 personnes, 10 personnes, fais ton show. Le reste, arrête, parce que tu peux pas embrasser la terre au complet, tu peux pas contrôler l'incontrôlable. Tu as fait ce que tu as à faire, tu as fait ta job, eux, ils ont fait leur job de promo, calme-toi, tu sais. Puis c'est là où on est arrivé, excuse-moi, mais au putain d'Oscar, là, ce qu'il a fait comme, regarde. Mais sinon, tu as raison sur ce que tu dis. C'est juste que si tu développes un lien avec une personne où est-ce que ce que tu dis fait effet sur la personne, surtout quand tu l'aides dans une position d'aider la personne, puis ça marche, ça fait effet, mais c'est sûr, j'aurais plus une plus grande écoute à accepter ce que tu me dis parce que si je rencontre juste mon oncle à un souper puis il me dit « Tu sais, Rachid, l'Oscar, c'est pas la récompense, on sait là. » Je vais faire « Attends, ta gueule, j'ai envie d'entendre ça, j'en veux un Oscar, puis that's it. » Mais entendu sous une autre façon, un autre contexte. Dans un processus aussi qui était vraiment ouvert. Ouais, beaucoup. Est-ce que tu avais tendance des fois, parce que moi, je sais que j'ai déjà fait ça, à genre, mais peut-être tu vas pas. T'as-tu déjà vu un psy avant pour moi? Non, mais je veux, là. Mais pas encore. Non, mais j'aimerais pas ça. C'est super le fun, tu vois. Non, j'adorerais ça. Mais parce que moi, ça m'est arrivé de mentir, là, comme à mon psy. Est-ce que tu faisais ça? Jamais. T'as jamais fait ça? Jamais, parce qu'il m'a demandé de pas faire ça. Il m'a dit si tu veux. Mais c'est pas grave, mais il m'a dit si tu veux que je t'aide, faut vraiment que tu y ailles dans la vérité. Fait que j'ai dit à vérité, je dis ce que ça reste entre nous, parce que j'ai quand même des squelettes que je veux pas, tu sais, des choses que j'ai faites quand j'étais jeune puis tout. J'ai tué 2 personnes. Je veux pas. non, c'est mais tu sais, il y a des choses qu'on se garde à nous, puis je me dis, bon, lui, je peux tout y dire, tu sais. Fait que je vais y dire. Mais toi, pourquoi C'était pas conscient, vraiment. C'était pas comme des gros mensonges. C'est juste que je réalisais des fois en parlant que j'étais un peu en train de bullshiter. Mais pourquoi? Je sais pas. Peut-être comme pour... As-tu peur de dire la vraie vérité? Non, moi, je le savais, mais c'était comme, on dirait... Comme quand tu racontes une anecdote. Puis t'exagères. OK, tu mens pas à la base. Tu fais juste mettre un peu de piment. Non, je mentais pas à la base. Okay. Mais je déguisais un peu les affaires. Ouais, mais vraiment pas de façon... C'était pas majeur, mais ça faisait quand même... C'était la première fois que j'ai consulté, mettons, que ça m'a fait ça. Ça faisait quand même que des fois, je sentais qu'elle pourrait pas vraiment me donner un bon diagnostic parce que c'était comme... Ah, mais je sais vraiment... Ces détails-là sont pas vrais, là. Mais je m'en rendais compte après. C'était vraiment comme si j'étais en performance un peu parce que je parle, puis là, elle m'écoute, puis là, si elle rit comme un moment donné, je viens perdue. On dirait, je suis comme là, je suis vraiment en train de... T'étais en performance. Oui. C'est tellement bien dit, ça. C'est un sketch. Tu t'en vas chez le psy, une personne t'écoute, tu rentres en mode humoriste. Mais c'était ça. C'est quoi? Mais c'était pas que je faisais pas. Mais non. Mais il y a des histoires qu'on se compte des fois. Là. Oui, c'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, je sais même plus si c'est vrai ou pas. Les détails que j'ai ajoutés ou pas. Mais c'est tellement que je l'ai compté de cette façon-là. Ouais. Fait que je comprends. Plusieurs affaires là, de mon enfance, surtout, c'est comme flou. Puis là, comment je m'en souviens, c'est comme précis, mais c'est-tu précis parce que je l'ai raconté puis c'était drôle quand je le disais de même ou c'était...
plus exagéré. Des fois, je me dis, je sais plus si c'est vrai, vraiment. Ça me fait penser à ma mère, que Dieu ait son âme, quand elle venait voir toutes mes shows. D'ailleurs, la disque lui ont remis une plaque pour dire la plus grande fan de Rachid Badouri, parce que c'était comme genre, elle est venue comme 300 fois. Puis c'est la seule qui calait quand c'était pas vrai. Puis le monde l'entendait à côté. Dans la salle, elle criait? Au Saint-Denis, des fois, je l'entendais parce qu'elle était comme à deuxième rangée. Elle criait pas, mais elle parlait un peu, tu sais, comme elle connaissait même pas le voisin à côté. Non. Elle était toute petite là, avec ses mains comme ça, puis elle était nerveuse pour moi, puis elle frottait ses mains de même. Puis là, je disais une affaire, puis elle faisait c'est pas comme ça que ça s'est passé. J'étais là, c'était pas comme ça. Puis le monde faisait OK, mais merci, on s'en fout un peu. Mais elle était pas capable de comprendre comment ça marchait en humour, qu'il y a une petite sauce harissa que tu dois injecter. Mais elle comprenait pas. Il fallait que ça soit la pure et dure. La vérité. Ça serait peut-être moins drôle. Ouais. Penses-tu que tu serais capable, toi, d'être 100% sincère? Dans quel contexte? Non. Mais non, mais je pensais sur scène, ça me gêne, moi, quand je raconte des choses qui sont un peu pas vraies, que je les ai, comme vous dites, là, tu sais, comme un peu peaufinées au fil du temps. Puis c'est comme, c'est plus vraiment vrai, mais c'est ça mon histoire que je raconte. Puis là, il y a comme justement des membres de la famille qui sont là, puis c'est comme, c'est un peu pas vrai, ce que je raconte. Puis ça les concerne. Ouais, mais ils disent rien. Ils ont toujours été compréhensifs à ce niveau-là. Je les remercie. Est-ce qu'ils le sont? Tu sais, quand j'entends des histoires d'horreur là, de gens qui insultent... c'était qui, là, l'acteur qui a joué dans District 31? Ils l'ont jugé parce qu'il y avait un personnage de méchant, tu sais. Ah oui, c'était qui, ça? Je me dis si le monde, tu sais, ils comprennent-tu vraiment que tu joues un rôle ou que sur scène, t'exagères un peu, ou la fois où on a voulu amener en cours Eminem parce qu'il disait dans ses chansons kill the band, kill your parents, and then je sais pas quoi, tu sais. Puis là, t'es comme les amis. Je sais pas si les gens y comprennent. Ben, c'est sûr que pas tout le monde. Pas tout le monde. Ça, c'est sûr. Je mettrais pas ma main au feu que tout le monde comprend. Je suis sûr que notre public comprend. Ah, ben dernièrement, il y a eu un match de lutte là, de WWE aux États-Unis, puis le lutteur sortait de scène, puis il y a un gars qui l'a attaqué puis l'a plaqué au mur pour avoir battu l'autre gars. Mm-hmm. Puis la fille à la radio m'a fait rire parce qu'elle a dit est-ce qu'il savait, le tata, que tout ça c'est arrangé d'avance, que la lutte, c'est pas vrai? Tu sais? Il s'est fâché après un gars. Quand les deux s'est arrangé, c'était comme bon, OK, ça c'est. C'est pas tout le monde qui capte. Non. Non, clairement. Mais sinon, t'allais-tu dire de quoi? J'allais dire la même chose que toi, je pense. Ben sinon. Ben, avant qu'on commence à enregistrer, Rachid, tu nous disais que t'avais plein de complexes. Avant qu'on commence à enregistrer. Je pensais que tu disais qu'on commence à enregistrer là. On parle la cassette. Non, mais moi, j'en ai. Tu disais que t'en avais plusieurs. Là. Pogne-en un au hasard. Là, il n'y a personne qui nous écoute. Il y a juste Non, OK, c'est ça, parfait. Puis la fille à côté. La fille à côté. Allô. Elle a soif. Ouais. Oui, j'en ai un. J'en ai un depuis que je suis jeune. Il s'est calmé, puis pas tant, parce que je vais t'expliquer pourquoi pas tant. Je voulais être grand quand j'étais jeune. Je suis pas nain, je suis pas petit, mais 5 pieds 9 pour moi, c'était pas assez. Je voulais, quand j'étais jeune, parce que mes amis grandissaient à une vitesse incroyable, je voulais être minimum 5 pieds 11, parce que quelqu'un m'avait mis dans ma tête que pour être mannequin, c'était 5 pieds 11. Puis dans ce temps-là, j'étais un Gino boy, j'avais les cheveux longs jusqu'ici, des fausses boucles d'oreilles. Les cheveux longs jusqu'aux épaules? Ah oui, j'avais les cheveux longs par en arrière, léchés par en arrière, trait de Gino avec du gel. Puis j'avais 2 boucles d'oreilles, c'était pas des vrais, des fausses, des porte-clés, parce que mon père, sinon, il m'arrachait la tête. C'était à quel âge? J'avais 16, 17. OK. Puis, que tu clippais, là. Ouais. Okay. Puis là, toutes mes amies avaient été dans les agences de mannequins. On n'était pas des Brad Pitt, mais ils cherchaient des jeunes pour... fait que je suis allé, puis le gars, il m'a dit, t'as quel âge? J'ai 16. Il dit, ben, t'as 2 ans pour faire 5 pieds 11. Puis ça a stické dans ma tête, là. Je voulais être 5 pieds 11, au moins 6 pieds, tu sais. Puis ça a été comme un complexe. Fait qu'à un moment donné, il y a une mode chez B2. C'était la marque de je pense, de Browns. Ils sortaient des souliers. Ça s'appelait les Phantom. C'est des souliers avec une plateforme. Ça revient à la mode, mais en 99, je pense, 2000, c'était genre vraiment la marque. Puis ça me donnait 2 pouces, 2 pouces et demi. Je les ai mis, là, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de caoutchouc en dessous, là, tu sais. Puis attends qu'ils soient revenus à exactement. normal. Puis toi, me disait, t'as bien grandi. Je joue au basket, tout, là, c'était. Puis, mais c'était-tu caché dans le soulier? Tu le voyais pas. Ça faisait une grosse bosse de main, quand même, mais à l'intérieur, c'était encore plus haut. Hey man, j'ai compris ce que vous avez compris, les filles, que vous avez souffert, les filles, là, avec les talons, puis ça, là, mais j'étais de même, là. J'étais comme ça. Puis ça me donnait du 5, 11 et demi, là, presque 6 pieds.
Puis, t'étais en petit talon haut dans ton René. dans mon petit René, imagine-toi, il manquait juste la pédicure. T'es-tu retourné à l'agence de mannequinat avec ça? Non, eux autres, c'est vraiment... Parce que des fois, il y a des costumes de bain, des trucs comme ça. Fait qu'il faut vraiment que tu sois à pieds nus, 5'11", en montant. Puis 5'11", c'est petit pour eux, là. C'est du 6 pieds 1, 6 pieds 2. Fait que ça m'a vraiment complexé. Puis à un moment donné, je suis allé faire un show. Je pense que c'était en 2000... on va inventer 2014, là. C'était dans ces années-là. Puis je sors de scène, puis j'offre aux gens de faire des photos. Fait que là, il y a un line-up. Puis il y a une fille qui vient, puis elle dit Mon Dieu, que t'es petit. Mais de même, là, tu sais. C'est que le monde sont pas gênés. Mais elle savait pas que ça allait me... Ça s'est revenu me chercher. Moi, j'avais complètement oublié ça, tu sais. Puis, j'ai longtemps que je sors pas avec une fille qui est 6 pieds 1. Je trouve ça weird, un gars qui tient une fille à une taille. Puis la fille est plus grande. J'ai rien contre ces couples, mais moi, je serais pas capable. Parce que ça vient chercher quelque chose en toi aussi. Puis ma femme et moi, on a quasiment la même grandeur. On est parfaits ensemble, ça. Fait que je suis correct. Mais ça m'avait vraiment fait chier. Tu l'as-tu dit? T'as-tu fait un commentaire ou t'as juste fait une face un peu? Puis... J'ai dit un commentaire qui j'avais l'air d'un enfant de 8 ans qui chiale ou qui râle après son père qui a dit quelque chose ou sa mère. J'ai répondu à une affaire un peu bébé. J'ai fait comme, je suis quand même 5 pieds 9. Mais tu sais, fâché un peu. Puis elle était comme, OK. Mais elle était même pas dans le mode, on l'attaque. Elle était dans le mode, je lui ai sorti ça de même. Puis après, photo. Ouais, elle a dit, mon Dieu, que t'es petit. J'étais comme, non. Puis là, j'ai appelé ma femme dans le sous-chemin. Je dis, babe, je suis petit. Elle dit, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me parles, là? Genre, je suis petit. Elle dit, ben, t'es pas un géant, mais t'es pas. Non, quand on te voit, on fait pas le petit, là. Non, je pense que t'es limite moyenne normale. Puis je voulais l'entendre. Je le sais que c'est ça. Il s'est écrit sur Google que 5'8", 5'9", c'est la taille moyenne, tu sais. Mais je voulais la réentendre pour pas. Mais ça fait quoi si t'es petit, tu sais? Puis là, j'ai rencontré un gars. Ça fait à peu près 3 ans que je l'avais pas vu. Puis je le vois, puis il me dépasse. Puis il a 35 ans, là. Il me dépasse, Sam, d'au moins 5 pouces. Oh shit. Là, je fais, mais non, comment il a grandi dans sa trentaine? Il est allé se faire Hein? Non. les tibias, je te jure. Oh boy. Je te jure sur la tête de qui tu veux. Puis... Attends, mais c'est qui ce gars-là? Là? Je peux pas le dire. Non, mais je Vous sais, ne mais... connaissez pas, mais je peux rien dire. Je peux zéro tu veux-tu dire que c'était un gars qui allait à l'école avec toi? Je peux rien dire. Je peux dire que c'est un gars que je connais. Je peux juste dire parce que c'est ce que cette personne-là m'a demandé. OK, parfait. On va dire que c'est Gildor Roy. C'est Gildor Roy. Comment t'as su? I can't believe this. Alors, Guild, en tout cas, cette personne-là est allée faire la fameuse opération qu'ils offrent maintenant au Canada. Là. Il y a une madame qui s'est manifestée dans le journal, je ne sais pas si tu as vu, c'est une des seules qui le fait au Canada, elle est à Montréal. Ça a passé dans le journal, c'est pour ça que j'ai vu ça. Il te rajoute. Il te casse les tibias, je pense, à certaines parties de ton tibia, partie de la jambe. Puis je pense qu'ils te mettent une vis qui allonge à chaque... selon la souffrance, ça fait mal, là. Ça allonge. Je sais pas comment ils le font. Je suis en train de parler de ça comme si c'était archaïque, là, mais peut-être que la madame elle m'écoute. Elle fait, mais non, c'est pas de même, tu vas faire peur aux patients. Je sais pas comment il place pas un autre morceau de tibia. Je sais pas ce qu'il place, mais il place de quoi, parce que c'est sûr, tu peux pas juste magiquement tirer dire... sur l'os, exactement. pas comme un élastique. Fait que, il l'a fait. Mais lui, il était petit, là. OK. Mais c'est quoi petit? C'est quand je te parle de 5, mais ça devait 5, 4, 5, 3, 5, 4, là, c'est pour un gars. Le gosser au maximum. Oui, là. lui, ça le gossait beaucoup, beaucoup. Puis il m'en a parlé parce que je pouvais le comprendre. Même si moi, à 5'9", c'est pas la fin du monde. Lui, c'était du petit, là, tu sais. Mais c'est même pas tant la grandeur, dans le fond. C'est si ça te dérange à ce point-là. Mais lui, ça le buguait beaucoup. Puis la vérité, c'est que ça m'a fait réfléchir. Ben c'est ça, toi, ça t'a donné bien envie? Sûr. Fait que j'étais allé regarder. J'ai été regarder. Puis après, j'ai fait, ben non. Je dis là, arrête ça, là c'est l'extrême en toi qui commence. Tout va bien. C'est juste dans ta tête. Tu sais, des fois, là, j'ai vu un quote passer sur les millions de quotes stupides sur les réseaux. Mais il y en a un qui m'a attiré l'attention. C'est comme, tu as passé toute ta vie à dire, lui, il a pensé ça de moi, elle a pensé ça de moi, pour te rendre compte à la fin de ta vie qu'il n'y a personne qui pensait quoi que ce soit de toi. C'est toi qui pensais ça. Fait qu'à un moment donné, reviens-en, là, tout va bien, ça t'a pas empêché de travailler, c'est pas un critère pour être humoriste jusqu'à l'âge de 80 ans, c'est correct. Calm down, tu comprends? Puis comme personnalité publique aussi, imagine, là, genre, tu vas faire ça, tu retournes en entrevue. Puis tout le monde fait comme... ouais, parce que c'est pas un pouce, là. Ben, c'est ça. Après ça, il faut que tu... Je pense que ça peut aller jusqu'à 5 pouces. Mais c'est ça, tu peux te choisir d'ajouter juste 1 pouce? Sûrement. Mais quelqu'un ferait ça...
Pour 1 pouce, oui, je pense que oui, mais... Sûrement, c'est comme des seins, dans le sens... Toutes les sortes de chirurgies, tu peux choisir. Aller, c'est toi qui décides. Mais 5 pouces, là, mettons, le gars, il était 5'4", 5'5", là, il est facile 5'10", 5'11", là, tu sais. OK. Il me dépassait, là. J'étais comme, wow. Puis c'est sûr, il fallait qu'il m'en parle, là, tu sais. Ben, c'est Quand sûr. on se parle, je me penche quasiment pour lui dire allô, puis d'un coup, je fais un peu légèrement la tête vers le haut, tu sais, parce que ses yeux sont un peu plus hauts. Je suis comme, ah. Je serais curieux de voir, ça doit être particulier. J'ai jamais vu ça. Les complexes peuvent aller jusqu'à là. Ouais. Si moi, j'ai regardé sur Google, c'est parce que ça m'a titillé. Mais ça, on en a parlé beaucoup là, récemment de justement toutes les modifications corporelles. Ouais. De c'est où la limite, de c'est quoi qu'on s'accorde, c'est quoi qu'on, tu sais, mettons qu'on veut changer, bon, peu importe, nos seins, nos jambes, nos oreilles, là, tu sais. Parce qu'on sait que c'est de la pression, justement, comme tu dis, c'est dans le regard des autres. De conformer à une oui, c'est ça, tu sais. Qu'on se dit, ben là, tout le monde doit me trouver petit, tout le monde doit trouver que mes oreilles sont laides, fait que je vais le changer. Ouais. Mais je trouve que tes oreilles sont pas aussi belles que celles des autres que tu vois. Mais est-ce que tu t'accordes cette modification-là en te disant comme, ben quand je vais avoir mes belles oreilles, là, je vais être content, tu sais. Moi, je Puis pense je vais pouvoir que ça passer arrête. à autre chose. Moi, je pense que ça arrête jamais. Mais c'est ça. Dans mon cas, moi. C'est ça l'hypothèse. Dans mon cas à moi, je pense que ça arrête jamais. Je pense, je connais des gens personnellement qui ont fait les oreilles parce qu'ils étaient complètement décollés. Je connais qui ont fait leur nez parce que ça les gossait. Je connais aussi une fille qui a fait ses seins parce qu'elle, c'était pas juste qu'elle avait des énormes seins, c'est que son dos lui faisait extrêmement mal. Ah, fait que, mais ça, c'est un peu une exception. Ouais, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'allais dire ça, peut-être, elle l'a fait une fois, puis merci, bonsoir. La fille du nez, je sais qu'elle l'a fait juste son nez, tu sais. Mais ça se peut-tu qu'à un moment donné, tu fais, ben on s'arrête pas là, puis on refait tout, tu sais. Est-ce que ça devient une maladie aussi? Pas une maladie, mais une genre de, c'est quoi le mot pour ça? Une obsession. Une addiction. Ouais. Ça peut être, c'est pas juste dans la drogue, dans l'alcool ou dans le jeu que tu peux avoir une addiction. Je pense que tu peux avoir ça aussi là-dedans, où ça arrête juste pas. Ben, c'est parce qu'en plus, ce que je comprends, là, moi, je l'ai pas vécu, mais aussi des gens autour de moi qui m'en ont parlé, que quand tu arrives, mettons, pour te faire refaire le nez, faire changer le nez. On t'offre d'autres choses. On t'offre, ben là, les lèvres, peut-être. Les options. Si tes lèvres étaient plus grosses, tu verrais moins ton nez. Fait que tu rentres un peu dans une roue aussi où, ben là, comme tu ouvres la porte à ce que on modifie. Tu penses qu'ils font des 2 pour 1? Ben, sûrement, pour vrai, sûrement. Nez, bouche. 2 pour 1. Mais c'est sûr qu'ils font des rabais sur des affaires de même. Ils te veulent comme client, dans le fond. Moi, j'ai une question, OK? Puis je veux pas insulter personne. Gars-fille. Comment ça se fait qu'à un moment donné, quand tu abuses de la chirurgie esthétique d'en face, pourquoi à un moment donné, ils commencent tous à se ressembler? T'as-tu remarqué? Je pense que c'est clairement. C'est pas le même médecin, moi, mais je pense que c'est symbolique. Ça devient la même genre de face à un moment donné. Oui. Je te parle d'abus, là. Je te parle pas de quelqu'un qui a mis un petit peu de Botox, là. Je te parle de la chirurgie d'en face. À un moment donné, à la fin, là, quand tu peux plus rien faire, là, on dirait que c'est la même face. On dirait que son soeur, frère, C'est vrai. Mais c'est clairement que ils veulent ressembler tout au même standard de beauté qui est un peu le même, là, d'après moi. Ça doit être ça. Parce qu'ils essaient d'avoir tout, mettons, le visage d'une certaine symétrie, pas de rides, le petit nez, les grosses lèvres. Pas de menton. Pas de... Tu sais, fait que leur face commence à se ressembler un peu comme... Tu sais, tu vois comme... Moi, te faire une révélation. Moi, je pense que je serais un de ceux et celles que si tu m'offrais quelque chose de même puis que je décidais d'y aller, je pense que ça deviendrait une addiction. Ah ouais, tu penses? Je te le jure parce que je me connais. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit, avant qu'on commence, je t'ai dit, je bois juste de l'eau. Je bois pas d'alcool. Puis ça n'a aucun rapport avec quoi que ce soit autre que j'ai déjà bu quand j'avais 16 ans, puis je me suis ramassé à l'hôpital. Je fais pas les choses à moitié, tu sais. Puis je suis sûr que si je buvais aujourd'hui, j'aurais été un buveur émotif. T'as pas bu depuis que t'as 16 ans? Ouais. J'ai bu une fois, puis j'ai rentré à l'hôpital, au Maroc, puis j'ai plus jamais bu. 0 alcool. 0. Parce que tu sais que tu as un comportement addictif, je suis sûr. En fait, je pense que je l'ai fait fait inconsciemment. Puis plus tard, en voyant le psychologue, en parlant, puis en se découvrant soi-même, j'ai dit, imagines-tu, moi, avec de l'alcool? Déjà, moi, si je fais le cheap psychologiquement, je m'en bourrais à la face de fast-food, puis je suis un gars qui fait super attention à sa santé. Mais je peux baisser les bras en 2 secondes, faire je mangerais là, c'est hamburger, là. Ça va pas bien. Puis je mérite ça en ce moment, tu sais. Puis, fait
je suis sûr que ça, autant que la drogue, autant que le jeu. Je suis allé jouer une fois au casino, puis je gagnais. Le feeling qui m'a habité, j'ai fait, c'est pas bon ça. S'il y a quelque chose qui va venir, je pense que je serais un de ces... Tu sais, ceux qui ont les AA, là, qui ont le jeton 12 ans. Là, je serais un de ces vétérans-là à un moment donné parce que j'aurais défoncé ma gueule avec toutes sortes de... Je suis sûr et certain. Puis tu penses que tu pourrais être comme ça avec des modifications corporelles? Si je décidais de franchir cette fameuse ligne, tu sais, cette fameuse décision de dire « OK, je le fais », je pense que je serais le genre de gars qui ne s'arrêterait pas à... C'est-tu une tentation que tu as ou pas pantoute? Non, pas pour l'instant. Okay. Pour l'instant, parce qu'on me dit que j'ai l'air jeune. Mais c'est vrai. Oh merci! Hey, toi. C'est vrai. Je te donnerai mon autre. Je vois pas tout ton visage parce que c'est ton chapeau. Il y a peut-être quelque chose que tu nous caches. Non, je te jure. Non, il n'y a pas de lifting, il n'y a rien, mais je te le jure, ça n'a aucun rapport avec le fait que je ne bois pas ou je prends soin de ma santé. Je suis sûr que ça a rapport avec la génétique. Mon père a 76 ans. Si je te montre une photo de mon père, jamais dans ta vie, tu vas penser qu'il a 76 ans. Puis, je suis africain. Hein? On dit, les Africains, ils craquent pas. Fait que, regarde. Mais t'aimes-tu ça avoir l'air jeune? C'est-tu quoi que t'es comme fuck yes? Ça, c'est un autre complexe. Je te l'ai dit, j'en ai plein, là. Tu vas faire un téléthon avec moi, là. Ça, c'est un autre complexe. C'est un complexe de pas envie de vieillir. OK. Puis ça, c'est très contrôlé en ce moment avec le psychologue. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, il check ça de près parce que ça peut faire des dommages très graves. Parce que ça peut aussi aller psychologiquement. Tu veux pas vieillir psychologiquement. Puis sans t'en rendre compte, tu vas rentrer dans des histoires que... Tu sais, à peine je commence à embrasser ma quarantaine. Parce que, voilà. Ouais. Ah, on s'en va loin, là. Non, mais... Hey, ciao! Je vous laisse là-dessus. Hein? Le 40 ans, ça t'a fait un petit choc? Oui. Je dirais pas pourquoi ce que je vais dire là, mais je vais t'expliquer pourquoi. Laisse-moi m'en aller à quelque part. Okay, parce que je me suis fourré moi-même. J'ai resté longtemps dans quelque chose dans laquelle j'en suis sorti, puis j'ai fait comme, wow, je suis content d'être sorti de cette affaire-là. Puis je ne dirais pas quoi, où ou comment, mais je suis content de l'avoir fait parce que je sens que cette affaire-là, cet endroit-là, on va l'appeler, m'a fait perdre ma trentaine au complet. Fait que moi, j'ai sauté 10 ans de ma vie que j'ai pas vu. Je sais pas si je comprends. Oui, je vois vraiment ce que tu veux dire. Fait que si tu me suis, fais-moi un clin d'œil pour que... OK, parfait. Comme ça, je n'irai pas dans les détails. Mais oui, on suit. Mais moi, mettons, là, vas-y. moi, ça me fait penser à... Moi, j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment vécu ma vingtaine. OK. Là, je suis rendu à 34. Fait que j'ai l'impression que ma jeunesse, ma vie... Tu la vis là? Okay. Presque. OK. Presque, parce que moi, je suis vraiment lent à vivre des choses, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire, je suis vraiment lent à vivre? Ben, je suis lent à... Tu sais, j'ai jamais été en couple. Je suis lent à aller sur des dates. J'aime pas ça. J'aime pas ça sortir de mon cocon, de ma protection. Tu sais, je suis très... Fait que toute ma vingtaine, j'ai comme vraiment pas beaucoup vécu, j'ai l'impression. Puis tu sais, aussi, je me suis contenté d'une job dans ma vingtaine qui était vraiment pantoufle et je voulais pas en sortir parce que j'étais comme, ben, je suis bien là. Fait que je me suis juste un peu ouvert à ma vraie vocation, bon, que je voulais devenir humoriste. C'est plus vers... genre 28 ans, mettons. Je pense que c'est à 28 ans que j'ai entré à l'école. T'sais, fait que j'ai l'impression des fois de ne pas avoir vécu ma vingtaine. Fait que, en tout cas, je peux comprendre ce que tu veux dire pour la trentaine. Ça ressemble beaucoup à ça. Comme je te dis, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est des choses, il y a des dossiers là-dedans que je veux pas encore... je ne suis pas encore prêt à parler de ces choses-là, mais j'ai l'impression que ma trentaine, je l'ai un peu... j'ai quand même appris certaines choses là-bas, mais ma trentaine, je l'ai un peu perdu sur plusieurs aspects, dont la carrière. Et c'est pour ça aussi que ça vient souvent accélérer le maudit rêve de l'Oscar, puis ça, parce que j'ai l'impression que ma trentaine a comme... fait, merci, elle te file entre les doigts. Exactement. Fait que c'est pour ça que ça nourrit, malheureusement, ce complexe de dire je veux pas vieillir, on dirait que là je revis là, avec ce nouveau show là je revis tout là, qu'est-ce que j'ai manqué pendant toutes ces années là, puis avec ma famille, avec ma femme, tout ça. Fait que je te dirais que j'ai juste, puis en gros, je sais pas si c'est parce que j'ai peur de la mort, mais j'ai pas envie de me rendre là non plus. J'ai juste pas envie.
C'est bizarre. C'est-tu un peu pour ça, tu sais, t'es ami quand même beaucoup avec des humoristes plus jeunes, mettons? Ouais. Tu t'es entouré, tu sais, pour ton show Ouais. Rachid et sa bande. Ouais. C'était des humoristes de la relève Beaucoup. qui étaient là avec toi. Beaucoup. T'aimes-tu ça, t'entourer de monde plus jeune? Ça a son... ça a son... Oui, ça a vraiment deux. Oui, ça a côtés. ses avantages. Moi, j'ai abusé vraiment de leur savoir là, pendant... parce que je réapprenais mon métier grâce à Laurent Paquin, qui était le script éditeur sur le show des Les Fleurs du Tapis. Il m'a dit, je vais te dire ce que moi j'ai fait avec mon show qui me fait le plus triper en carrière, qui est Déplaire, son show à lui. Il m'a dit, j'ai couché au bordel. Je couchais là. Au Bordel Comedy Club, j'étais là tous les jours. J'avais 3 minutes, je le testais. J'avais 2 minutes, je le testais. Puis j'ai refait ça. Puis en faisant ça, je me suis fait inviter à plein de soirées d'humour. Et je me suis retrouvé dans des caves à vin, des trucs comme tout ce que tu veux. Là. J'ai tout fait. Oui, là. c'est vrai, tu étais beaucoup présent dans les... Partout, ouais. Puis je pense qu'à quelque part, il fallait que je renoue avec cette génération d'humoristes, autant la relève que les vétérans, qui pensaient que j'étais parti sur un nuage, et je les comprends tellement, parce que ça a un rapport aussi avec le 10 ans que je te dis que j'ai manqué. Et il fallait que je réapprenne ce métier. Puis l'humilité que j'ai réussi à débloquer avec le psy, je l'ai amené là avec moi dans les shows, dans les bars, dans mes tournées. Puis j'allais voir des gars comme Anas, Asuna, puis je disais, qu'est-ce que tu penses de mon numéro? S'attends-tu de le voir 2 secondes? Puis comme, bien sûr. Ou, non, oui, j'ai besoin de toi là. C'est ce que je suis en train de te dire. Fait que là, il regardait mon show, mon sketch. Là, il me donnait ses commentaires entre la cuisine. Là, on bloquait le passage. Là, puis là, excusez-moi, avec les frites qui passaient. Puis ça sent-tu bon, cette cuisine-là? Ouais. Calé. Et là, à un moment donné, il me dit, oh, c'est vraiment bon ton affaire, man. Il dit, comment tu vas appeler ton spectacle? Et encore là, j'étais en mode, je vais vous montrer quelque chose. Tu sais, l'humilité n'était pas encore à son 100%. Genre, je voulais appeler ça le mouton de Panurge. Il me regarde, tu sais, avec le mouton de Panurge. Il me dit, c'est quoi ça? Je dis, en fait, je rentre dans mon mode, laisse-moi t'apprendre quelque chose. Là, mais je suis professeur. Mansplain à son plus haut niveau, là, tu sais. Fait que là, je fais, c'est plus un vétéran plain, là, tu sais. Fait que là, je fais, laisse-moi t'expliquer. Panurge, en plus, je l'avais appris il y a 2 semaines par le psy, là, tu sais. J'ai dit, Panurge, j'avais 100 moutons qui étaient allés acheter, puis dans le bateau pour retourner chez eux, un des moutons est sauté dans l'eau, et puis les autres moutons, les 99, au lieu de dire, ben, il est-tu cave, ce mouton-là, il va se noyer, mais peut-être qu'il a trouvé quelque chose au fond de l'eau, allons voir. Fait que les 99, ils ont sauté, puis ils étaient revenus chez eux, plus de moutons. Ce qui montre que, dans le fond, on est une société de suiveux. On suit. Tu arrives à la plage, tu sais pas où mettre ton parasol, tu vois une gang là-bas, tu t'en vas te coller. Tu as beau mettre ton char pour te le faire scratcher à l'ouverture du Future Shop, du Best Buy, à l'autre bout du parking, il y en a un qui va arriver, il va dire, je vais aller le mettre à côté de lui. Tu comprends? On suit. Il pleut, on va au cinéma. Nan. Puis je me sens important dans mon explication, tu sais, je sens que mais ça ne pénètre zéro dans le cerveau d'Anas, là, ça fait du téflon, là, tout, il me dit yo, il me dit quoi, il me dit yo, si t'appelles ça les boutons de Panurge, yo, je viens pas voir ton fucking show, man. Je fais quoi? Et là, l'odeur du hamburger est plus aussi bonne que tout à l'heure. Là, je suis comme, je comprends pas. Il me dit, ben yo, pourquoi, yo, tu parles de souffrance, puis de ci, puis de ça. Il dit, comment s'appelle ta fille? Je dis Naila. Il dit, 1, c'est un beau nom. Il dit, 2, pourquoi t'appelles pas ton show Naila? Je suis sûr que tu penses à elle quand tu souffrais. Je dis, grave, tous les jours. Il dit, bon. Il dit, moi, là, je veux apprendre quelque chose. Si j'ai envie d'apprendre quelque chose en écoutant ta descente aux enfers, j'ai pas envie que tu me dises qu'il faut que je fasse ça et ça et ça pour apprendre quelque chose. Moi, je vais le soutirer de ce que tu me dis. Je vais prendre ce que j'ai envie de prendre pour moi. Tu veux te sentir intelligent puis comprendre qu'il y a une leçon, pas te faire dire que tu es en train exactement. Moi, je te raconte comment j'ai tombé dans le rock bottom. Après, tu fais ce que tu veux avec ça. Après, après le show, tu as envie de me dire, ben, je suis content parce que je pensais que les artistes, vous étiez intouchables puis que ça t'arrive à toi. Moi aussi, ça m'est arrivé à moi. Mais tant mieux. Mais je l'écrirai pas pour ça. Je vais l'écrire pour te raconter ce qui m'est arrivé, faisant ce que tu veux après. Ça, c'était une leçon de vie extraordinaire. Et ça, des affaires de même, j'en ai eu avec tous ceux que j'ai croisés. Là. T'en as mis 1 million. C'est là où j'ai découvert Mehdi. On est devenus super bons frères, et petits frères, grands frères. On s'appelle grand frère, petit frère, juste à cause de l'âge. Je veux qu'il m'appelle petit frère. C'est ça, c'est vrai. À cause du complexe. Fait que, tu sais, j'ai réappris mon métier, puis j'ai pu traîner avec tout ce monde-là. Puis à un moment donné, le plus beau cadeau humoristique que j'ai eu, à part des conversations avec Anas et tout, j'ai eu un genre de porte-parole pour 2-3 jours, puis c'est François Bellefeuille.
Moi, François Bellefeuille, on se connaissait de allô, allô, puis d'un respect, parce que pour moi, c'est un bourreau en humour. C'est un gars qui peut écrire un sketch, puis passer 9 heures là-dessus, puis il dormira pas tant que ce sketch-là ne sera pas parfait. C'était vraiment un perfectionniste. Puis, apparemment, qui aurait dit à un humoriste qui se cherchait un peu, parce que vous allez voir, là, les jeunes, le virage du has-been, là, il arrive aussi sec que la fin de la 13 Sud. Tu étais à la 13 Sud, arrivé vers la Chine, là. T'as-tu vu le gros danger, 12 pouces, la lettre, là? Puis c'est marqué en jaune fluo parce que si tu le rates, c'est un 90 degrés. C'est le seul virage 90 degrés qu'il y a au Québec. Puis c'est à la fin de la 13, après l'aéroport, là. Tu rates ça, là, tu rentres dans la Chine mort. Okay? C'est tac, tu comprends? Puis ce virage-là, il arrive aussi rapidement. Fait qu'on se pose des questions. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Tu t'es-tu senti has-been? Bien sûr que non, je sentais que je m'en allais. J'étais rendu au Ikea. Okay, 520 Ouest. Là, okay. Je m'approchais, les avions commençaient à atterrir. Oui. J'étais pas loin. Fallait que je le vire. Puis la façon de le faire, c'est de réapprendre mon métier. D'arrêter de faire un peu les jokes que je faisais avant, dont je regrette pas. C'était mon époque. Puis d'arrêter de broder mes initiales sur mes chemises. Puis tout va bien se passer. Tu comprends? Mais, fait que François Bellefeuille... Des détails. Exactement, des petits détails. Fait que François Bellefeuille a parlé à un humoriste qui vivait ce que moi, j'ai vécu un an avant. Tu sais, avant de traîner dans les bars puis tout. Puis il a dit, tu veux tout comprendre sur ce qui se passe avec toi. Je sais pas comment il l'a dit. J'espère que j'invente pas, là, parce que s'il nous écoute. Mais il a dit, si tu veux vraiment voir ce que ça fait, changer de cap, puis avoir l'humilité de comprendre que faut que tu t'adaptes, il faut ci, puis il faut ci, puis il faut ça, va voir le show de Rachid. J'ai fait calique, tu sais. On joue souvent du coude entre humoristes, on s'envoie des beaux mots de respect aussi souvent, mais d'aller jusqu'à dire ça, sans même que je l'entende de lui, tu sais. Mm-hmm. C'est quelqu'un d'autre qui me l'a dit. Mais en fait, c'est la personne même qui m'a dit, c'est François qui m'a donné voir ton show. J'ai fait « wow ». Puis à la première, je l'ai vu, puis je l'ai remercié. J'ai dit « man, merci beaucoup ». Il dit « ah non, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai... » T'as mis le travail. T'étais là, j'étais là, mais dans les soirées de open mic. Mais open mic, au bordel, ça passe. Mais open mic, dans des soirées de souper pizza, là, j'étais là, puis le monde était comme... Ça leur prenait 10 minutes pour faire... C'est une joke, là. C'est Uncle Fuffy, là, ça. C'est un sosie. C'est un sosie, là. C'est une joke, là, tu sais. Puis c'était comme... Puis j'allais là, puis je les faisais, puis j'ai... Tu sais, fait que j'ai adoré ça. C'était le fun. Il y a des journées que c'était pourri, là. Oui, c'est ça. Mais pourri, là. Pourri. J'ai fait un show, là. Comment elle s'appelle, la gérante de Simon Gouache? Méline. Elle fait super gentille. Elle faisait des soirées, là, je pense, sur Mont-Royal. Sur Mont-Royal? C'est peux-tu? Non, c'est Rachel ou Mont-Royal? Non, ça, c'est pas Méline, c'est au terminal, tu parles. Non, c'était une autre place. Au terminal, j'avais été. Elle faisait des. Non, je sais pas, je me rappelle plus. Une soirée, là. Mais il y a une soirée au Brouhaha, Rosemont. Ça fait 1 an, 2 ans de ça. Mais c'est pas sur Mont-Royal. Non, OK. Dans le coin. 3 rues. 10 rues en haut. 10 rues en haut, dans le coin, mettons. J'habite à Boisbriand. Ouais, c'est ça. Mais à Montréal. À Montréal. Je pense que c'est le Brouhaha. Ouais. Puis je suis arrivé là. Je passais entre Nive et Louis-José. Sacrifice. Entre Nive et Louis-José. Ouais. Eh boy, c'était une grosse soirée. Du dégueulasse. Du dégueulassime. Du dégueulassime? Oui. Je suais. C'est là où j'ai fait « Ah, il n'y a rien acquis, mon petit Rachid. OK, parfait. » J'ai capoté. Je suis sorti de là, puis c'était comme... Puis Méline m'a dit « Comment t'as trouvé ça? » Je disais « C'était super. » T'as-tu aimé ça pour de vrai? Écœurant. C'était super. Je vais aller vomir dans ma bouche. Et tu sais, quand tu dis ton affaire de vomir, je dis « Bye. » Je suis parti, j'ai appelé ma femme. Je dis « Fini l'humour. Fini l'humour! Fini. On vend des maisons. Fini. » Je voulais plus retourner nulle part, là. Puis, mais non. C'était une soirée. Au terminal aussi, il y a une soirée que ça s'est super bien passé. C'était Alex Barrette faisait son genre de premier 40 minutes. Puis j'ai ouvert pour lui. Ça s'est super bien passé. Puis là, la personne qui s'occupe de ça m'a dit « Tu veux-tu revenir? » Je dis « Oui. » Je suis revenu 3 jours après. 0! Toi, comment tu gères ça quand ça va pas à ton goût, quand ça va pas bien, mettons, sur scène? Quand tu sors de scène, tu l'adresses-tu avec les collègues, le monde, comme on dit, c'était nul à chier, ou tu dis comme tu dis, oui, c'était super, merci beaucoup, bye. J'ai vu un documentaire extraordinaire il y a peut-être 15 ans, puis je le regarde à chaque année.
c'est comme une tradition pour moi, c'est The Comedian avec Jerry Seinfeld. Je sais pas si vous avez souvent vu ça. C'est son retour après sa série de Seinfeld, puis il s'en va refaire les bars après 9 ans d'absence, où est-ce qu'il était dans un des plus gros sitcoms au monde qu'il y a eu. Puis là, il recommence à zéro, puis il va dans les bars, puis il se plante. À un moment donné, il se plante, puis il y a une British qui est là, puis elle dit Is it your first time? Là, tout le monde part à rire, il fait, puis il sait même pas quoi répondre, c'est plate, qu'est-ce qu'il répond, ça marche pas, puis c'est Jerry Seinfeld. T'sais. Fait que je réécoute ça parce que dans ce documentaire-là, il mange à un moment donné, puis ça va super mal, il parle avec un autre, je pense que c'est Colin Firth, je me rappelle plus son nom, puis non, comment il s'appelle? Colin? Oh, bref. Les noms. Ouais, puis il parle. Un monsieur qui était dans SNL, là, sûrement. Là. Ça se peut-tu? Ouais. Puis il parle avec, puis ça s'est mal passé, là. Puis il dit what a bunch of losers. Une affaire de même. Puis après, il se corrige. Il fait non, faut pas faire ça. C'est jamais le public. C'est jamais le public, c'est toi. Tu comprends? C'est vraiment toi. Ça se peut pas. Ça se peut juste pas. À moins que tu fasses une soirée, là, puis que personne n'a ri, puis que les plus gros noms étaient là, puis les plus drôles de la relève étaient là, puis qu'il n'y a personne qui rit, puis il était tout muet dans la salle. Il avait vraiment, physiquement, il était muet. Là. Il ne pouvait pas rire, il sourd, aveugle. Puis là, tu fais comme, OK, là, je comprends. Mais sinon, ça se peut pas que ce soit le public. Fait que quand je sors d'une soirée comme celle de Méline, je fais comme, merci, c'était extraordinaire. Je sors, j'appelle ma femme, je lâche mon genre, OK, c'est fini, tu sais, genre... Puis on s'en va se suicider. Puis elle est comme, ouais, tu viendras prendre un café après. Comme dans... et après, tu te dis, mais non, mais c'était pas un numéro... Mais tu le dis pas dans la loge. Dans la loge, oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de dire plusieurs fois, colique, c'était pas fort. Mais le problème avec les humoristes, des fois, c'est qu'on veut pas se faire du mal ou je sais pas si c'est une hypocrisie. Moi, je l'ai déjà fait à quelqu'un, puis je trouve ça chiant de faire ça. Puis on me l'a fait aussi, c'est comme, ben on t'inquiète, à soir, ils sont pas chauds. Je suis comme, mais non, ta gueule, j'essaie de me mettre un mindset que c'est jamais le public, puis je veux pas l'accuser. Mais pourquoi tu viens apaiser ma conscience? Non, c'était de la merde. La plus belle histoire j'ai-tu le temps de vous conter ça? Oui. Okay, ça, là, c'est de l'or en barre, c'est du caviar russe de grade de 1, là. Écoute, la meilleure fois où j'ai vu quelqu'un, un humoriste collègue, dire à son ami collègue que c'était de la merde, il n'y avait rien de plus beau que ça. On est en train de faire un gala juste pour rire. On est dans les débuts 2008, 9, 10, là. Je ne m'en rappelle plus c'était quand. Puis on fait un gala juste pour rire. Dans le temps, les galas juste pour rire francophones, si tu faisais le vendredi puis que ça marchait, on te gardait pour le samedi pour la télé. On me suit? Oui. OK. Ça ne marchait pas, on ne voyait pas le lendemain. Tu comprends? Fait que Alex, on se voit au mercredi juste pour rire. Alexandre Barrette fait un numéro extraordinaire sur la lettre à Wendy. Oui. Qui est génial, où il se plaint d'une inondation chez eux. Il se plaint de ça à l'enfant qui parraine en Afrique, qui lui est dans la sécheresse totale. Puis il y a de l'eau chez nous, c'était écœurant, tu pourrais remplir un village, ça me fait chier, il y a plein d'eau chez nous, puis le gars, il lit ça. C'est drôle. Pour une raison que j'ignore, la partie que j'ignore, arrivé au vendredi de sélection, il décide, lui, d'aller faire un autre numéro, qui n'est pas la lettre à Wendy. Et il fait ce numéro-là. Nous, on est dans la coulisse du théâtre Saint-Denis, puis on est dans le couloir qu'on appelle le couloir du Walk of Shame, parce que quand tu plantes, il faut que tu repasses par là, puis tu passes à travers. Tout le monde est assis. Oui, puis là, tu as des Lise Dion, tout le monde est là, le gratin est là au complet. Puis là, tu passes, puis tu regardes tes souliers. Puis nous aussi, on regarde nos souliers, puis on part des conversations, en plein milieu d'une conversation. On fait comme... Fait que j'ai dit que... C'est parce que tu veux pas croiser le regard. Mal au cœur en ce moment. Fait que là, Alex... Mais imagine-toi Alex, tu sais. Fait qu'Alex, on peut entendre une mouche péter, là. Ça marche pas. Alex sort du bout de la coulisse. Il est dans le corridor. Puis on peut entendre un prêtre en arrière qui commence à faire sa prière pour l'amener à la chaise électrique. Tu sais, t'entends. Puis il marche, puis c'est la mort, c'est la faillite. Puis il marche tranquillement comme ça. Puis personne n'ose lui dire de quoi. Tu peux pas. Quoi dire, de toute façon. Et t'as mon Billy Tellier à l'autre bout du corridor qui l'attend dans la loge 1. Qui marche, puis il est à peu près à moitié chemin avec lui. En marchant puis en s'approchant, il fait ça.
Il part un slow clap. Il part un slow clap. Tout le monde fait « Mais qu'est-ce que tu fais? » Il s'approche d'Alex. Il met ses 2 mains sur les épaules d'Alex puis il fait « Fait qu'on se voit pas demain. » C'est ça, Alex. Alex dit « C'était-tu de la merde? » Il dit « C'était du nectar de marde. » Puis Alex m'a dit après que la meilleure façon de pouvoir vivre ce qu'il a vécu là, c'est ce que Billy a fait. Ben oui. Parce que si personne n'aurait rien la dit, bulle, comme si de rien n'était, puis tu le sais, quand c'est bon, tout le monde te le dit. Quand c'est pas bon, c'est bizarre. Puis lui, il serait rentré chez eux. Jusqu'à quel point il aurait amené sa frustration? Jusqu'à quel niveau? T'sais, on ne sait pas. Mais il dit ça a comme fait... Tandis que là, c'est juste, c'est plate, puis c'est grave, entre guillemets, mais pas plus que ça. Mais quand personne n'en parle, ça devient un autre niveau de... OK, tout le monde m'haït, là. Ouais. Je suis puis tout le monde a vu ça. Oui, ben puis là, puis personne ne veut me parler tellement qu'ils sont mal. Mais en fait, juste de dire, c'était poche, mais c'est fini. Après, on peut parler, tu sais. Moi, j'ai fait un soir au Trévis à Paris. C'est un petit théâtre d'à peu près 300 places, puis il y avait un balcon, je m'en rappelle. Puis ce soir-là, on n'avait pas vendu de billets. C'est un des samedis que, dans les premiers temps, là, quand je suis arrivé en 2011. Puis ce soir-là, juste pour rire, la productrice décide d'amener des gens de la télé, de TF1, de France 2, de ci. Alexandre Barrette est là, avec Jérémy Demé. Il y a 2 humoristes que je connais, que je respecte, que j'aime, puis ils sont dans la salle. Et je vois qu'il n'y a personne. Ma panique monte, ma peur, mon anxiété monte. Et je fais un show, mais vraiment, c'est un show qui marchait, là. Je fais un show de merde. Mais vraiment, je me plante, là, royalement, tu sais. Puis à tout ce que je pensais des semaines après ça, c'est qu'eux, ils ont vu ça. C'est à quel point eux, ils ont vu ça. On était tous posés aller manger après dans un resto. On l'a fait, juste à côté. Et les conversations étaient weird. Puis c'était comme, on en parle-tu, on n'en parle pas. Puis jusqu'à aujourd'hui, si j'en parle à Jay ou à Alex, ils vont me ramener ça, tu sais. Te rappelles-tu de la fois où est-ce que t'as... Tu sais, c'était fou, là. Parce que tu dis, ils ont vu ça. À quel point ça nous fait chier de... On veut vivre ça dans le secret, tu sais. On veut pas que personne voit ça. Ça, c'est sûr. Mais moi, j'aime vraiment quand les gens, ils sont sincères. Puis ils te le disent? Ouais. Mais moi, Marilyn adore la sincérité. J'adore la sincérité. On te l'a-tu déjà dit, genre? Ça, c'était vraiment pas bon? Ben, nous, on se le dit, non? Ouais. Moi puis toi, on est... Ouais, ça pourrait Mettons un exemple. Ça se ferait comment, genre? Ben, elle sort de scène puis c'était pas bon. Je fais... Ah, tabarnak, c'était de la merde. Puis là, il rit. Puis là, il va rire, mettons. Ouais. Puis là, je vais faire... Mais je serais pas capable de... Je suis pas beaucoup capable de dire, ben non, c'était super bon. Non. Je suis pas vraiment capable de mentir là-dessus. Je vais rire. Je pense qu'il va rire, mais il va rien dire. Parce que moi, je me dis, là, Marilyn, ça a pas bien été, ça a pas été à son goût, elle a pas aimé ça, elle s'est trouvée poche. Fait que là, elle revient backstage, elle veut me le dire. Elle veut... Je veux pas qu'il me dise que c'était bon, là. Parce que là, moi, c'est comme si ça fait un mur. Si je dis, hey, c'était poche, je suis vraiment déçue, puis qu'il me dit, ben non, c'était bon, c'est comme, OK, t'es pas mon ami. En plus d'avoir été poche, je vais lui dire, ben t'as pas raison. Fait que c'est comme... Fait que c'est pire. Fait que là, c'est comme... En fait, moi, ce que je conseillerais, ce que j'essaie de faire quand quelqu'un dit ça, c'est juste de rire ou d'écouter, dépendamment du lien que j'ai avec la personne, mais je pense que c'est le mieux de pas tant répondre rien, parce que dans le fond, on veut juste le dire. On veut juste être écouté. Si quelqu'un veut qu'on le rassure, ben là, c'est peut-être une autre affaire, là, mais moi, je veux vraiment juste comme pas me sentir comme encore dans un moment awkward. Si je viens de me sentir awkward sur scène puis poche, puis quand j'arrive dans la loge, je le dis, puis c'est encore ça, je suis comme oh mon Dieu, à l'aide, faut que j'aille m'enfermer chez nous, là. Personne me comprend, je suis pas capable d'avoir de dialogue avec personne. Fait qu'on dirait que mais des fois, je me sens lourde, je sais pas comment dire, d'être... Pourquoi? Ben de sortir puis d'être... Ah, si, c'était poche. Ben pas de dire que le public est poche, de dire que moi, je suis poche, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui font pas ça, puis qui vont vivre... Ça va être fucking pire que moi, puis qui vont sortir puis vont faire « Ouais. » Puis je suis comme, ben là, franchement... Ouais. Moi aussi, ça te gosse. Ça m'énerve. Moi, je sens qu'on est les deux personnes dans la relève qu'on est comme le plus émotionnellement en perte de contrôle quand on sort de scène. Si ça n'a pas bien été. C'est bon à dire. Je sais pas pourquoi. Non, mais moi, j'ai l'impression que souvent, si ça n'a pas été à mon goût sur scène, je me suis trouvé pas bon. J'arrive dans la loge, je vais vouloir l'adresser de 1001 façons super maladroites.
puis je vais un peu perdre le contrôle de mes émotions. Pas que je vais devenir violent, là, mais juste, je vais sentir, OK, je suis en perte de contrôle. OK, il faut que je m'en aille. Là. Chaque chose que je rajoute, chaque chose que je dis à mes collègues, j'ai l'impression de creuser ma tombe. Là. Faut que je m'en aille. Là, j'étais pas si poche que ça finalement, mais là, j'ai l'air d'avoir été vraiment poche. Mais c'est ça. La ligne est mince, les amis. Ce que vous dites là est tellement mentale. C'est tellement pertinent ce que tu racontes, ce que vous racontez, parce que c'est le fun que vous avez vous deux pour vous encourager, parce que, tu sais, faut que ça soit la vérité. Tu as ta façon à toi à y dire, sans que ça soit... Moi, j'arrêterais ça là. Mais au moins, tu ris et elle comprend. Mais la ligne est mince entre jusqu'à où je dis que j'ai merdé quand je reviens dans la loge, jusqu'à quelle heure je traîne ça sous mes épaules. Parce que moi, j'ai vu des humoristes, et je nommerai pas de nom, et je m'inclus là-dedans dans mes débuts aussi. Même si ça allait vite, il y a des moments où j'ai vécu ça, mais j'en ai vu d'autres humoristes aussi qu'ils traînent ça avec eux avant même de commencer. Parce qu'eux autres sont pas capables de gérer ça. Puis quand ça marche, là, ils sont tellement heureux qu'ils sont fatigants, là. Là, tu fais comme, calique, OK, reviens-en. Là, tu sais, c'est comme... Puis quand ça marche pas, c'est quasiment même au début, avant même d'entrer. Puis c'est vrai ce que tu dis, il y en a qui n'ont pas la même chance que nous, on a de faire ce qu'on fait. Ça, tu sais, fait que moi, je pense que la ligne est mince, mais il doit avoir une manifestation de dire, fuck, c'était pourri. Faut que je travaille ça là-dessus. Il faut l'évacuer. Ouais, il faut l'évacuer. Il faut que tu l'extériorises, sinon ça ne marchera pas. Mais il faut aussi connaître cette limite-là pour ne pas transposer dans un endroit où est-ce que tu fais comme, là, on va te reconnaître même pour ça, la personne qui a... faut pas qu'elle marre d'aujourd'hui, parce que là, si on va... Elle va défaire la loge. Exactement. Mais elle est mince, elle est mince. Il ne faut pas alourdir le climat pour tout le monde. Puis tu traverses cette ligne-là comme aussi mince qu'une soie dentaire. Tu ne sais jamais quand est-ce qu'elle va arriver, cette ligne-là, mais je pense que c'est important. C'est sûr que des fois, je la traverse. C'est sûr. C'est correct. Mais j'essaye de pas trop. J'essaye justement, surtout si tout le monde, ça a mieux été, puis là, moi, ça tombe que j'étais poche. C'est sûr, je vais vraiment me forcer quand même je vais juste le dire 3 secondes pour... Puis après ça, j'en reparle plus. Mais c'est une bonne technique, ça. Tu ferais dans là, je sais que j'ai merdé, je vais pas l'entendre, mais merci beaucoup. On change de sujet. Tu fais ça, c'est fini, là, tu comprends? Pratiquement ça. Puis après, on parle complètement d'autres choses. Puis oublie pas, hein, je l'ai dit tout à l'heure, puis je l'ai lu dans un commentaire sur les réseaux sociaux, dans un quote. On pense toujours plus que qu'est-ce que les gens pensent que qu'est-ce que les gens pensent réellement. Je pense que tout le monde a ses fucking problèmes, puis tout le monde a ses histoires que, oui, c'est sûr, ça parle, ça jase, mais pas au niveau que nous, on pense qu'ils l'ont vu. Ça les habite pas autant. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a des moments où dans mon spectacle, je dis, ça riait moins là. Puis souvent, on va me dire dans mon équipe, mais penses-tu vraiment que le monde a remarqué ça? Penses-tu vraiment que... Tu sais, ou des fois, je vais dire, mettons, je fais le 21, 22, 23 à l'Olympia. Je vais dire, mais le show du 22, là, c'était plus drôle que le show du 21. Puis là, on va me dire une phrase tellement stupide, mais qui est vraie. On va dire, penses-tu que le monde du 21 ont vu le show du 22? Tu penses que c'est tout le même monde là, qui viennent pendant 3 jours? T'es hot en tabarnouche, toi, tu fais 3 soirs, puis c'est le même monde. Ils viennent pour comparer. Oui, le show du 21, pour eux, c'était le meilleur show à vie. Puis même si dans ta tête à toi, puis que tu as raison, le show du 22, c'était encore un meilleur show, eux, c'est leur meilleur show à vie. Arrête tu comprends, de passer d'un... Mais c'est ça. C'est notre côté aussi qu'on a besoin d'avoir, notre côté de perfectionniste, notre côté de très compétitif aussi. Très sensible. C'est un artiste, c'est fucké. Là. À un moment donné, quelqu'un m'a dit tu devrais commencer à penser à la gérance, tu donnes des bons conseils. Je dis t'es-tu malade? Je sais c'est quoi être un artiste ingérable, puis j'en vois d'autres. Souvent, je vais peut-être donner un petit conseil sur ce que j'ai vécu. Moi, je me suis fait une promesse jusqu'à temps que je meure. Je ne donnerai jamais un conseil à quelqu'un sur quelque chose que j'ai pas vécu. Je prétendais souvent me donner des conseils sur des affaires que, tu sais, fais qu'est-ce que je dis, fais pas qu'est-ce que je fais, parce que tu vas te fourrer. Mais j'en donne des conseils, mais aller gérer un artiste, c'est compliqué, là. C'est ce qui fait de nous... C'est pour ça qu'on n'est pas normaux. On n'est pas normal, pardon. C'est intéressant un peu. C'est exactement ça. Tu n'auras jamais vu un artiste extrêmement talentueux, mettons aux États-Unis, un acteur, quoi que ce soit, puis que tu t'entends pas que dans sa vie personnelle, c'est un peu fucké, là, tu sais. Moi, mon artiste, un de mes acteurs préférés, c'est... oui. Les noms. Parce qu'il y a un nom très bizarre. C'est pour ça, à chaque fois, je l'oublie. C'est un beau nom. C'est qui? Il y a un nom français. Dans quoi? Il s'est mis un sac de poubelle, un sac de papier sur la tête pour aller aux Oscars. Ça se peut-tu, là? Voyons. Il a quel âge? Il doit avoir votre âge. Vous avez quel âge, les C'est amis? Timothée Chalamet? Non. Es-tu beau, lui?
Timothée Chalamet. Oui, là, c'est un petit... jeune. Un petit tombeur, là. Mais sac de poubelle, ça a Shia LaBeouf, OK. On dit comme du Shia? Oui. Mais c'est lui? Oui, mais c'est Shia ou Shia? Shia LaBeouf. Pris la tête dans le sac. Ouais. C'est lui. J'ai écrit acteur sac de papier sur la tête pour Oscar. Ouais. OK. Tu sais, Shia LaBeouf, tu vois que le gars, il prend ça mal, il vit ça mal. Ils ont toujours. Il a l'air très émotif. Oui, mais tu le vois sur un plateau de tournage, tu le vois dans un film, tu fais, mon Dieu, c'est le prochain De Niro, c'est le prochain ici. Comment il s'appelle l'autre, là, qui est le pauvre monsieur qui s'est retrouvé mort dans un appartement à New York avec une seringue dans le bras? Philip Hoffman Seymour. Ah ouais. Acteur de malade mental, là. C'est fou. Puis fait que toi, tu penses quand même que les artistes, ça va un peu avec, mais c'est quand même un cliché, mais moi aussi, je le pense un peu, ça va un peu avec, pas du malheur, mais du... Tu veux mon explication à moi? Ouais. Puis s'il te plaît, s'il y a un psychologue qui t'appelle puis qui dit « Hey, c'est quoi cette affaire-là? » Il dit des niaiseries, ça n'a pas rapport. Je connais pas un psychologue qui parle de même, ouais, mais c'est plus un psychologue de Joliette. OK, écoute, je sais pas si ma théorie est bonne, mais c'est mon explication à moi, puis voilà. OK? Pour être humoriste et faire qu'est-ce qu'on fait, il faut avoir des sens extrêmement développés. Que tu l'acceptes ou pas, que tu veux pas dire que tu es talentueux ou pas talentueux parce que tu sais pas les choses que tu dis, c'est correct. Mais tes sens sont extrêmement développés pour surtout celui de l'observation, c'est pas un sens, mais celui de ton sens d'observation, c'est pas un des 5 sens, là, mais il faut absolument que tu ailles, pour être capable de pouvoir écrire des choses dans lesquelles les gens se retrouvent puis ils ont ce sentiment d'appartenance puis se mettent à rire. Ça, il faut que tu sois vraiment très bon là-dedans ou très bonne. Deuxièmement, pour tenir une audience en haleine, écoute, je pense l'être humain, le temps de focus, là, de concentration, je pense que c'est 12 secondes. Là. Moi, je regarde sur mes TikTok, là, les vidéos que je fais, je pense sur 1 minute, en général, le monde regarde 8 secondes, 9 secondes. T'sais. Pourtant, j'ai des views et j'ai des likes, mais c'est pas gros. Là. Attirer de l'attention pendant 10, 15, 1 heure, 2 heures de show, puis que le monde sorte de là sans même être levé une fois de leur chaise, puis ils sont comme « wow ». Ça prend un certain... un sens de, comment je pourrais dire, un charisme. Un charisme, quelque chose comme ça, ouais. Un magnétisme. Ouais. Et je me dis, tu peux pas avoir ces sens-là développés puis que socialement, tu vas bien. Tu comprends? Moi, j'ai un sens de l'odorat incroyable. Une femme enceinte à la journée longue. OK? Je peux sentir des affaires. Je sais pas, mes sens là-dessus sont vraiment développés. J'observe, je vois des choses. Ma femme me dit, comment t'as vu cette affaire-là? Je me dis, c'est ma job. C'est ça que je fais depuis 20 ans. J'observe des petites niaiseries puis je vois des choses que le monde ne voit pas. Des fois, on parle puis on brainstorm sans le savoir. Entre humoristes, des fois, on va parler puis on va se mettre à faire des jokes. Ça va être même un besoin d'aller dire imagine-toi si le gars il avait fait parce que le gars t'a conté une histoire, t'as vu une opportunité de faire rire avec ça, t'as développé un truc, t'es déjà en train d'écrire un sketch, là, tu sais. Mais pour ça, il faut que tu aies vraiment des sens développés. Je te dis pas qu'on est des super-héros, là. Je te dis juste que quand tu arrives dans ta vie normale, j'ai l'impression. Ça fait-tu du sens, ce que je dis? Oui. Quelque part? J'ai l'impression que quand tu arrives à quelque part, t'es juste trop sensé. T'es trop. T'es comme. Hein? T'es pas concentré sur la même affaire que nécessairement tout le monde. Oui, dans la discussion, je vais au cinéma, j'ai plus de fun à aller au cinéma comme j'en avais quand j'étais plus jeune. Là, je regarde le jeu, je regarde ci, je regarde la lumière, je regarde. Tu sais, sur YouTube, il y a des genres de trucs, là, des ramassis de toutes les erreurs dans les films, là. Dans Ben-Hur, le gars, il montre, il y a un avion qui passe en haut de Gladiateur, puis ça se peut pas, là, tu sais. Mais moi, ces choses-là, je les voyais avant même d'aller voir ça sur YouTube. Je fais comment? Chez nous, des fois, je vais reculer l'affaire, je vais faire check. T'as vu, la fille, elle a passé là, puis elle était pas là tout à l'heure, puis elle n'a pas la même chemise. Plate. Moi aussi, mais je oui, fais ça des mais fois. ça stresse le monde. Mais ma femme est comme, mais t'es vraiment malade. Comment? Il y a jamais de ma vie. Puis ma femme est plus vite que moi, elle est intelligente, elle est incroyable, mais elle voit pas ça. Fait qu'à quelque part, dans la vie normale, j'ai l'impression que des fois, on est des êtres un peu bizarres. On profite pas vraiment, moi, je trouve. Des fois, on profite moins du moment présent. Ouais, puis on dirait qu'on est plus, je sais pas, en train de Je l'explique mal, je suis désolé. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai l'impression que ça nous fuck quand on arrive dans une vie normale. Puis surtout aussi, ce qu'on vit, là, tu sais, c'est du stress. Ça. Moi, pendant longtemps, je sortais de spectacle, j'avais mal dans le bas du dos parce que c'est là où, apparemment, dans tes reins, là, où est-ce que le stress se loge une fois que ta fatigue, ton stress est parti. J'avais des mal de dos, puis j'avais des crashs. J'avais 1 demi-heure pour me rendre chez moi parce que je crashais, là. J'avais tellement... C'est beaucoup, là. Tu fais rire du monde de même pendant 2 heures, là. C'est énorme.
Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui nous amène sur scène. Le fait que... Ah oui, on dit tout le temps un petit peu le cliché de comme, ben, tous les humoristes, c'est quoi leur bobo qui leur fait pousser à vouloir aller sur scène, tu sais, en parler, là. Moi, je sais pas, ça serait quoi. Là, c'est quoi qui t'a amené à aller sur scène? Ben, moi, je pense que je suis une personne extrêmement introvertie. Je pense que, mais je sais pas, là, je suis vraiment dans les débuts de cette réflexion-là, mais j'ai l'impression que j'ai toujours été très renfermé sur qui j'étais. Tu sais, j'ai caché mon homosexualité super longtemps. J'ai l'impression que c'est quand même un gros noyau qui a fait en sorte que j'ai eu besoin de l'extérioriser à travers mes textes. Puis c'est ça qui m'a amené sur scène, tu sais, pour pouvoir en parler. C'est moi qui ai le micro, personne d'autre a le micro, tu sais. Puis c'est là que j'ai tout le temps, tout l'espace possible pour en parler. Sans que personne m'interrompe. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Je sais pas, toi, Marilyn? Je sais pas. Moi, je pense que je suis... C'est une difficile question, là. Je sais pas. Non, mais c'est une bonne question. Je pourrais pas dire exactement. Mais vas-y. Peux-tu rajouter un truc pendant que tu réfléchis? Rajoute. Moi, je voulais te féliciter, Sam. On parlait hors micro pendant qu'on a pris le long labyrinthe pour se rendre jusqu'ici. On s'est perdu 2 fois. Je t'avais dit que j'avais appelé ton gérant pour te féliciter parce qu'on s'était croisés au bordel il n'y a pas longtemps. Tu avais fait un passage, tu avais vraiment tout défoncé. Là. C'est là où la soirée a levé, c'était vraiment quand tu as passé. Puis moi, je passais après toi, fait que j'étais super content. C'était comme du beurre qui fond dans un croissant. Mais mis à part les beaux compliments que je te fais, c'est que je suis content que tu le dises ça parce que je suis sûr. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, hors micro, là, tu l'as dit, là, corrige-moi si je me trompe, peut-être j'ai mal compris. Mais c'est la seconde où tu es rentré sur scène avec I don't give a fuck anymore. Ouais. Que le lion de Sam de scène est sorti, que c'est ça que moi j'ai vu au bordel. Moi, quand j'étais au bordel, je dis mais il est fou, il est en feu, là. T'étais parti sur. En plus, non, mais parce que les gens vont avoir des attentes. Non, mais moi, j'imagine, je te vois. Mais le numéro, en plus, a rapport avec ça. Il s'en va magasiner des chandelles, mais il veut pas montrer son côté qui aime efféminé un peu ou qui aime les chandelles. Fait qu'il s'en va là en faux hétéro. Avec t'as dit une perruque? Non, c'est pas une perruque. Ton personnage. Un personnage. Salut, moi j'aime bien les... Oui, je fais ma voix d'hétéro. Fait que ça a rapport avec ce qu'ils viennent d'expliquer que pendant longtemps, puis je suis sûr que du coin où tu venais, tout le monde se connaissait, tout le monde parlait. Oui, en Gaspésie, en Gaspésie. Fait que c'est un petit peu en retard. Dans mes yeux, il n'y avait aucun homosexuel. Exactement. Fait que tu sais, là, de l'exploser sur scène, tu tiens quelque chose en ce moment qui est extraordinaire. Parce que moi, je t'ai vu en première partie à Brossard quand tu es venu faire le Rachel et sa bande, ça se peut-tu? Oui, c'était un petit peu avant la pandémie. Ça se peut-tu ou c'était pendant? Non, c'était mon show, ça se peut-tu? Non? Oui. En tout cas, tu as fait ma première partie à Brossard, puis c'était super drôle, c'était super bon. Mais le gars de Brossard que j'ai vu là, à Brossard, puis le gars que j'ai vu, pas le gars de Brossard, le gars à Brossard que j'ai vu, puis le gars au bordel il y a 2 semaines, j'ai appelé Mathieu, j'étais dans l'auto, j'ai dit Mathieu, il faut que je te parle. Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu pris. Mais il était I don't give a shit. Là. Puis c'était vraiment, là, c'était. Mais tu t'en rappelles pas? Oui! Ben, ça, là, félicitations, je m'en rappelle, parce que c'est un. En soi, c'est un awakening, comme on dit ça, c'est un éveil qui fait comme genre, tu sais quoi? Je vais arriver avec cette attitude-là, puis, who cares? Il y a un gars que je suis sur TikTok. C'est les noms aujourd'hui, qu'est-ce qui m'arrive? C'est-tu vieux, c'est ça? Non, je pense que c'est quand on veut trop se rappeler d'un nom. Ah, il s'appelle Princesse quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait sur TikTok? Il fait des vidéos, hey bitch, puis ça commence comme ça. Puis t'as-tu déjà vu? Non. Puis il dit tout le temps, ça va. T'as jamais vu ce gars-là? C'est français ou anglais? C'est en français. Okay. Il est homosexuel, assumé, puis en plus, il est marocain. Je dis en plus parce qu'il se fait... Non, c'est pas Bilal. Je dis en plus parce qu'il se fait défoncer, insulter sur les réseaux à cause de son homosexualité. Puis, et le gars, il s'en tape. Puis à chaque fois que quelqu'un l'insulte, il reprend le truc puis il refait une vidéo avec l'affaire du gars qui a écrit quelque chose, mettons. C'est toujours des gars qui écrivent des niaiseries de même. Puis il remet ça puis il refait une autre vidéo avec ça. Hey, je le suis, ce gars-là. Là, il monte. Là, je pense qu'il doit être rendu à 200 000 followers sur TikTok. Ça va vite. Puis il parle vite sans arrêt. C'est comme ça. C'est son trend, c'est ça. Là. Nabila Queen, ça se peut-tu? On dirait que le nom dit quelque chose, mais j'ai pas je vois pas son visage. Il commence, il fait avec sa bouche, puis il fait hey bitch, puis là, ça part. Puis à la fin, ça va. Puis là, l'image se ferme. Puis là, les commentaires, c'est l'enfer pour lui. Ben,
Oui, mais en même temps, je suis comme go. Tu comprends? Ouais. Go. À un Il y moment a du donné, monde qui l'aime aussi. Là. C'est ça, il oui, fait bien c'est pas 100 000 haters. Là. Non, c'est Tant ça. que ça dépasse pas le 10%, on me disait genre, c'est que t'as rien fait de mal, puis c'est tout le monde qui vont t'haïr pour rien. Mais lui, au contraire, il embrasse ça, puis il y a un I don't give a shit attitude qui fait que, you know what? Puis c'est un peu ça que j'ai adopté, je veux pas ramener ça à moi, là, mais dans mon nouveau show. C'est toi l'invité, Philippe. Dans mon nouveau show, c'est un peu ça que j'ai fait, où est-ce que je dis, garde, on me demande tout le temps si j'ai une opinion sur ci, sur ça, puis je me suis caché de parler de plein de choses. Là, je le fais dans ce show-là, puis tant mieux, tu sais. Mais vraiment, quand je t'ai vu au bordel, j'ai fait comme, wow, OK, c'est le fun parce que tu viens de le dire que tu as vécu quelque chose pendant un bon nombre de temps où est-ce que tu t'es fermé. Tu n'avais juste pas envie d'entendre quoi que ce soit, puis tu t'es fermé, ça t'a même pénalisé pour tes relations de couple. C'est ça que tu as dit? Oui, 100%. Ouais, c'est pour ça que je dis, c'est un peu ça que je dis que je suis un peu en retard dans mon développement de tout. Là, mais la scène, c'est ton meilleur remède en ce moment. Puis tu es en train de te trouver là, mais malade. Là. C'est que toutes ces affaires-là qui ont été comme négatives dans le reste de ta vie ont explosé après. Oui, non, vraiment. Oui, mais c'est souvent, on dirait que la vie... Veux-tu qu'on change de place? Non. Non, mais j'allais dire souvent, la vie est bien balancée pour ça, tu sais. On dirait que, mais là, je résume puis je généralise, ça n'a pas de bon sens, mais on dirait que plus tu vis des traumas, plus tu deviens intéressant. Après, plus tu écris ton livre, c'est ton livre qui se bâtit. J'imagine que ça dépend. Si tu l'as facile au secondaire, ben ça se peut qu'après, tu sois moins intéressant. C'est sûr. C'est sûr parce que tu développes des skills puis tu développes un regard différent sur la vie que quelqu'un qui n'a pas eu besoin de se poser plus de questions, qui n'a pas... C'est sûr, si tu as mangé caché dans les toilettes au secondaire, ton secondaire n'était pas pareil que la personne qui n'a pas eu besoin de chercher une place ou, tu sais, je sais pas, tu développes des affaires que d'autres développent pas. Fait que c'est sûr que tu deviens différent. Oui, c'est vrai. Ça peut être positif quand tu veux être un artiste. Non, moi, j'ai bien aimé parce ça. que tu es juste différent. Mais ton sens de l'humour devient un peu comme ton mécanisme de défense qui est comme un peu construit par tes blessures. Oui. Je me le fais tatouer, sérieux. C'est trop fort. Wow. Marc aussi, Rachid m'a aidé dans cette réflexion. Puis après, je mettrais quand même Can you believe? Can you believe this bullshit? Excellent. Mais non, vraiment, c'est un beau cheminement. Merci beaucoup, Rachid. Hey, dis-moi pas que c'est fini là. Es-tu minuit? Oui. J'ai peur qu'on pogne des tickets. Si on veux-tu rajouter un mot de la fin? Tu veux-tu rajouter un... Bravo. Je vais vous dire bravo. Puis moi, ce que j'ai retenu dans tout ça, c'est votre belle complicité. Sérieux. Sérieux. Moi, ça jouait beaucoup du coude dans mon temps. Puis c'était rare, à part Eddie King, qui est mon frère à vie. Puis aujourd'hui, j'ai mon petit frère Mehdi. Et ça joue beaucoup du coude dans le temps. Puis je suis content de voir que vous êtes cette belle complicité-là. Puis lâchez-vous pas. Ça joue du coude encore, mais nous, on se tient. Ah ouais? C'est vrai. Oui, mais merci beaucoup. Félicitations. Merci d'être... Un plaisir. Notre podcast, puis si je fais l'opération, je vous appelle. Parfait. On le verra. Merci beaucoup. T'as-tu de quoi à plugger? T'as ton show là, qui est en tournée en ce moment? Oui, le show qui repart, le show Les Fleurs du Tapis. Ça repart en décembre. On a plein de dates à Montréal, à l'Olympia. Fait que rachidbadouri.com. Ouais. Il y a des bonnes chances. .com. Ouais. Je peux-tu finir avec une joke stupide? Mais c'est même pas une joke. Vas-y. Mon ami m'appelle, puis c'est un fou. Il m'appelle, puis il me dit, puis un petit accent français quand il parle, parce que c'est un grec, il dit j'ai trouvé une idée extraordinaire. Genre, je pensais qu'elle allait me dire il va investir dans l'immobilier, les bitcoins. Il me dit j'ai acheté un nom sur Internet, je suis sûr que tout le monde va vouloir l'acheter. Je dis OK, c'est quoi? Il dit danslecul.com. Personne ne l'a acheté encore. Je suis resté sans mots. J'ai dit, Nick, pourquoi t'as acheté ça? Parce que si un gars veut faire du porno, mettons un jeu de mots avec, tu veux faire découvrir le Québec dans le cul avec un cul, personne l'a encore. J'ai acheté ça. Il dit, ouais, 20$. Ça va valoir très cher plus tard. Je dis, oh mon Dieu, je raccroche tout de suite. J'ai acheté danslecul.com. Wow! À 20$. Mais je m'en vais là-dessus. Il n'y a rien. C'est juste acheté. Ben, peut-être qu'en parlant, là, quelqu'un va. Je sais pas. Va y acheter. Mais c'est assez weird. Il va y avoir du trafic. Le monde a trop de temps à perdre. Hein? Oui. Je peux pas être ami avec ce gars. C'est pas vrai. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Merci beaucoup. Merci d'avoir été à l'écoute, tout le monde. On se revoit toujours bien la semaine prochaine, hein, Samuel? Ben oui, pourquoi pas. Revenez nous voir. T'étais bon. Toi, t'étais incroyable. Toi plus. Oui, j'ai tombé en bas de ma chaise une couple de fois. OK. Ça, c'est des mensonges, ça. Il rit, fait que on sait que c'est... OK, bye. Ciao.